Bonjour, n'hésitez pas à vous rapprocher, à nous rejoindre pour venir écouter et participer à cette table ronde sur l'inspiration suscitée par l'espace. Avec nous aujourd'hui, on a un panel de professionnels du spatial et de passionnés du spatial. Donc nous aurons des interventions de Thibaut Pouget, qui est à la Fédération Open Space Maker, de Dorian Busson, de Fédération, de Pierre Faucou, de The Exploration Company, de Christophe Bonal, du CNES. Donc le général Marc Alban ne sera pas avec nous, et de Alan Bourrel de l'ESO, l'association de l'Estaca, et de Louis de Gouillon-Matignon, qui est cofondateur de Gamma. Moi, je suis Elisa Cliquet-Moreno du CNES, et avec moi... Et voilà, bonjour à tous, donc moi je suis Nicolas Varin, je ne travaille pas encore dans le secteur spatial, je suis ici en tant que représentant de Fédération Open Space Makers également. Et je remercie tout d'abord l'équipe du festival Stars Up et les alumni Onera de nous avoir permis de monter ce panel pour clôturer un petit peu ce colloque New Space avec beaucoup de diversité. Et voilà, on va essayer de vous présenter en fait deux aspects principaux. Le premier étant le spatial dans sa dimension de l'exploration et de la découverte scientifique. Et ensuite, le deuxième point, c'est sur le fait que tout le monde peut contribuer en fait à ce domaine-là et pas forcément par les voies qu'on connaît de manière plus classique. Donc je ne vais pas faire une introduction trop longue. Je remercie Elisa de co-gérer cette présentation avec moi. Et on va donc faire une première partie où il y aura donc les présentations que vous pouvez voir sur l'écran. Et ensuite une table ronde. Et on se laissera quelques minutes à la fin de la session pour partager et venir prendre des questions du public, voilà, pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous intéressent. Voilà, et puis je complète en disant qu'on va aborder les aspects qui nous fascinent dans le spatial, que ce soit à la fois au niveau de l'espace profond, de l'exploration, de toute la curiosité que ça peut générer, de toute l'inspiration que ça peut procurer aussi dans le quotidien, mais aussi dans nos vies professionnelles, et puis même évidemment dans le milieu de la culture, avec le cinéma, évidemment, et la littérature, avec la science-fiction. Et donc on parlera de l'espace, mais je pense qu'on parlera aussi des machines, puisque il n'y a pas que les étoiles et les planètes qui nous fascinent, mais il y a aussi ce qui nous permet d'y aller, des objets incroyables, très complexes, qui sont également aussi fascinants, en tout cas à mon sens, que les astres dont on discutera également. Tout à fait, merci beaucoup Elisa. Donc sans plus attendre, et pour commencer, je vais vous présenter donc Thibaut Pouget, qui est assis à côté de moi. Donc Thibaut, il est passionné depuis très longtemps par l'aéronautique et le spatial. C'est un Ardéchois qui a quitté sa région natale pour faire ses études et pour devenir ensuite ingénieur aujourd'hui chez Airbus Hélicoptères à Marignane, en tant qu'ingénieur certification qualification. Il a continué à entretenir sa passion avec Vénus comme fil conducteur. Et ça lui a permis donc de créer un site internet dédié à cette planète et d'être responsable du groupe Vénus de l'association Fédération Open Space Makers. Thibaut, c'est à toi. Est-ce que ça marche? Donc bonjour et merci à tous d'être présents. Voilà, on m'a proposé d'ouvrir cette session en voyant donc cette question de l'inspiration et de l'espace pour rêver au travers du prisme de Vénus. Je tiens à insister sur ce point-là. Vénus, en fait, n'est ici qu'un exemple. La plupart des conclusions que je vais dire ici sont applicables à d'autres planètes. On aurait dû avoir une présentation sur Mars, malheureusement, on ne l'a pas. Mais voilà, c'est plus un exemple qu'une conclusion totale. Mais c'est vrai que... Pardon. Petite question pour la régie. Là. Donc oui, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Vénus c'est aussi l'étoile du Berger. Donc en fait, le deuxième astre le plus brillant du ciel nocturne après la Lune. Et donc forcément, elle a inspiré les civilisations depuis aussi loin qu'on en ait des traces. Donc elle a pris le nom de la déesse de la beauté latine, mais avec son cycle assez particulier, a aussi influencé sur toutes les régions du monde où on a des traces archéologiques.
Dès que cette observation est devenue une vraie science, Galilée a utilisé donc, les croissants de Vénus qu'il a observés avec sa lunette pour démontrer, c'est parmi les éléments qui ont permis de démontrer l'héliocentrisme. Et ici à Meudon, on ne peut pas ne pas parler de Jules Janssen, donc, qui a voulu graver dans le marbre un transit de Vénus, donc un événement qui se passe au maximum 2 fois par siècle. Et donc pour ça, il a inventé le revolver photographique. Donc c'est une technologie qui a inspiré en quelque sorte nos caméras modernes et qui nous permet de voir ici donc, la plus ancienne vidéo de l'histoire de l'humanité. Donc qu'est-ce qu'on a découvert avec la science? Donc premièrement que Vénus est la planète la plus proche de la Terre en termes de taille et de distance. On a découvert aussi qu'elle avait une atmosphère et des nuages. Il n'a pas fallu beaucoup plus pour que les gens imaginent des civilisations dans des forêts luxuriantes. Mais bon, cette image idyllique a volé en éclats avec le début de la conquête spatiale. Dès qu'on a découvert que les nuages étaient faits d'acide sulfurique, l'atmosphère de CO2, la pression est suffisante pour écraser un sous-marin nucléaire et la température peut faire fondre du plomb. Tout ça sur des grandes plaines volcaniques, bon, donc c'est pas un paradis complet. Mais justement, cette divergence est un point très intéressant pour les scientifiques, car 2 planètes aussi proches auraient dû évoluer de façon similaire, et on doit comprendre où est le point de divergence dans l'évolution de ces 2 planètes-là. Et c'est notamment vital dans l'étude des exoplanètes, car comment pourrait-on comprendre l'évolution d'une planète à des dizaines d'années-lumière, sachant qu'on ne comprend pas la planète la plus proche de nous. Avec cet aspect d'exploration nécessaire, on en arrive à un point essentiel du spatial, qui est son rôle de catalyseur technologique. On a parlé du revolver photographique de Jules Janssen, mais encore aujourd'hui, l'espace c'est quelque chose de si dur, si complexe et si différent de tout ce qu'on connaît sur Terre, que ça nous oblige à innover, à trouver de nouvelles technologies, de nouvelles approches, qui parfois peuvent inspirer les technologies sur Terre. On peut prendre comme exemple l'exploration de la surface de Vénus, qui pose des problèmes de pression, de localisation et d'énergie qui sont similaires à l'exploration des grands fonds océaniques terrestres, qui est un des enjeux du XXIe siècle, ou des ballons dans la haute atmosphère, l'exploration de la haute atmosphère qui nécessite des drones autonomes qui sont similaires aux pseudo-satellites qui sont en cours de développement. Donc ici, je vous ai mis l'exemple d'Airbus et de Thales. Donc pourquoi on parle de la haute atmosphère? Parce que si la surface est un véritable enfer, à 50 km d'altitude, nous avons une couche où la pression, la température et la gravité est similaire à ce qu'on connaît sur Terre. L'atmosphère au-dessus protège des radiations et des micrométéorites. Et la variété d'éléments chimiques qu'on peut y trouver permet d'envisager une production d'ergols et d'éléments de support vie sur place directement. Donc, de plus, l'air que nous respirons ici, donc composé d'oxygène et d'azote, serait portant sur Vénus, à l'image de l'hélium dans les dirigeables sur Terre. Et donc, c'est pour ça qu'on peut imaginer, à très long terme, une colonie dans un immense dirigeable, où au lieu de vivre en dessous dans une nacelle, on pourrait vivre à l'intérieur dans des parois transparentes, avec une vision sur les nuages autour. Tout ça qui nous éloigne un peu de l'image qu'on a de l'exploration spatiale dans des tubes métalliques. Évidemment, personne d'entre nous ne verra une telle colonie de son vivant, malheureusement, mais c'est principalement une source d'inspiration, une source qui crée de la science-fiction, qui attire souvent des jeunes aux études scientifiques pour relever les problèmes de demain. Et je voudrais conclure en parlant donc, de la similarité avec le programme Apollo. La principale avancée du programme Apollo, c'est pas d'avoir planté des drapeaux dans du régolithe, c'est surtout d'avoir initié les technologies, par exemple l'informatique, et d'avoir préparé la génération future au boom technologique qui a été l'informatique. Voilà. Merci de votre attention. Merci Thibaut. Alors Thibaut, une petite question comme ça, brûle pour point. Si jamais demain Elon Musk te propose une fusée Starship pour Vénus, est-ce que tu y vas ou pas? Je la modifie un peu. Évidemment, j'irai. Mais oui, il faudrait quand même quelques petites modifications avant. C'est pas adapté, mais oui, évidemment, si on me propose d'y aller, j'ai aucune qualité pour devenir astronaute. Mais s'il y avait moyen d'aller dans l'espace, sur la Lune, sur Mars ou sur n'importe quelle destination, j'hésiterais pas une seconde. Super, merci Thibaut. Alors, on va passer la parole à Dorian, qui est étudiant en ingénierie mécanique et qui est apprenti chez MySpace. Passionné spatial, il a rejoint la fédération Open Space Makers et puis il y mène des activités diverses et il est notamment référent du projet Ad Astra. Et il va nous parler, en l'occurrence, des projets open source comme ouverture au monde du spatial. Donc,
Bonjour à tous. Donc, je souhaiterais vous parler de l'association Fédération Open Space Makers. Cette association elle a pour but de proposer à quiconque le souhaite de développer des projets spatiaux open source, et ce dans un environnement permettant de collaborer ensemble. Donc, cette association elle a été créée il y a de cela quelques années en collaboration entre le CNES et la communauté des Fab Labs de France, avec pour objectif de créer Fédération Open Space Makers, de développer un cadre, un écosystème dans lequel ces projets peuvent évoluer, et de manière à créer, de développer des savoir-faire, des connaissances excusez-moi, le tout en développant du coup un environnement favorable à développer ces projets. Parle bien dans le micro, Thibaut, s'il te plaît. Pardon. Donc en s'appuyant sur un réseau de Fab Lab très dense, en France notamment, cela rend possible à quiconque le souhaite de développer un projet de façon indépendante et open source. Et donc l'idée de Fédération Open Space Makers, c'est de permettre de fédérer en fait cet environnement, et donc de favoriser le tout à travers une plateforme permettant de favoriser les échanges, les collaborations. Donc cette plateforme, elle prend forme sous la forme d'une plateforme web dont on peut voir la page d'accueil ici. Donc cette plateforme web, elle permet de regrouper toutes les personnes qui sont passionnées du spatial et qui souhaitent développer des projets. Et le tout en utilisant des outils open source, eux aussi, dont on voit une liste non exhaustive ici, qui permet du coup de pouvoir gérer un projet, le stocker, le partager et surtout le documenter de manière à ce que quiconque puisse le réutiliser, voire l'améliorer. Donc, pour donner des exemples concrets de projets qui sont réalisés au sein de la plateforme, admettons que vous souhaitiez développer des projets liés à des fusées. Vous pourriez rejoindre le projet Adastra, présent sur la plateforme, qui vise à développer des briques technologiques à cet effet. Admettons aussi que vous soyez plutôt branché développement de CubeSat, vous pourriez rejoindre le projet Phoenix, également présent sur la plateforme. Et aussi également, vous pourriez jeter un œil au projet Marsproof, qui vise à développer des technologies liées à l'exploration et à l'exploitation des ressources martiennes. Donc, on voit ici des exemples de projets qui sont développés au sein de la plateforme, mais l'idée de Fédération, c'est aussi avant tout, pas seulement de rejoindre des projets, mais d'en proposer, de proposer ces idées. Donc, pour donner un exemple concret, admettons imaginons un astronome amateur, passionné, qui a toujours rêvé d'avoir son propre télescope dans l'espace. Eh bien, il pourrait rejoindre la plateforme Fédération, partager son idée, et de cette manière-là, susciter l'intérêt d'autres personnes qui pourraient le rejoindre dans cette initiative, et donc pouvoir donner un coup d'élan à son projet. Et donc l'idée aussi de Fédération, c'est de permettre le financement de ce genre de projet dans une certaine mesure, ce qui est souvent un point bloquant pour les projets amateurs. Donc pour donner un exemple concret de ce à quoi cela peut aboutir, je souhaiterais faire une petite aparté sur l'association, la LibreSpace Foundation, et un projet qu'ils ont mené qui se dénomme SatNog. Donc SatNog, c'est quoi? C'est un réseau open source de stations sol pour satellites. Donc l'idée, elle est assez simple. Vous allez sur leur site web, vous téléchargez des plans, et pour un budget relativement raisonnable, vous pouvez créer vous-même une station sol pour satellite et la rendre opérationnelle et participer à étendre leur réseau de stations sol permettant de communiquer avec, par exemple, des CubeSats en orbite basse terrestre. Donc on voit très concrètement le genre comment peut aboutir ce genre de projet open source. On voit ici par exemple que SatNog ont réussi à étendre, à avoir un réseau à échelle mondiale avec plusieurs centaines de stations sol, le tout fabriqué de façon bénévole et collaborative à travers tous les amateurs du spatial à travers le monde. Donc c'est vers ce genre d'initiative, vers ce genre d'aboutissement que nous souhaitons arriver avec les projets développés au sein de Fédération Open Space Makers. Donc Fédération en quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 6 projets qui sont actifs sur la plateforme, dont j'ai pu en citer quelques-uns précédemment. L'idée, c'est évidemment d'augmenter ce nombre au travers des idées et des collaborations de chacun. Notamment, justement, tous ces projets ont permis de développer plusieurs collaborations avec différentes écoles d'ingénieurs, dont les STACA notamment,
et qui permettent du coup aussi d'intégrer les étudiants dans le développement de ce genre de collaboration et de leur permettre de participer à ces projets qui sont particulièrement passionnants. Aujourd'hui, il y a environ 600 utilisateurs, qu'on pourrait dénommer des Open Space Makers, qui sont présents et qui participent sur la plateforme. Et évidemment, je vous invite à les rejoindre, car cette initiative elle a été créée au travers de passionnés, mais pour qu'elle puisse continuer à grandir et continuer à avancer, elle a besoin de nouveaux passionnés avec leur envie, leurs initiatives, leur énergie. Et donc je vous invite évidemment à aller faire un tour sur le site web de la plateforme Fédération Open Space Makers, donc fédération-openspacemakers.com. Et vous pouvez aussi également nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou bien LinkedIn. Merci pour votre attention. Merci Dorian. Alors, une petite question pour toi, Dorian. Ce serait quoi un peu ton projet de rêve pour Open Space Maker, quoi ? Le projet de rêve, il y en a plusieurs évidemment, mais il y a plusieurs choses qui sont possibles. Et l'idée, c'est de permettre à tout à chacun de développer ses rêves, ses passions, ses idées. Et donc ça peut être par exemple le développement d'un rover lunaire qui à terme, dans mes rêves les plus fous, pourrait être envoyé pour se poser sur la Lune. Pour d'autres personnes, ça pourrait être développer une fusée sonde qui serait capable d'atteindre la limite de Kármán. Ou bien pour d'autres, ce serait de développer un CubeSat d'observation terrestre totalement open source. Bref, les idées sont très larges, sont en fait limitées à notre propre imagination. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dorian. Bien, nous accueillons maintenant Pierre Foucault, qui est le directeur commercial de la branche espace et défense de The Exploration Company, qui construit des véhicules spatiaux réutilisables à destination des stations spatiales et autour de l'orbite terrestre, basse et de la Lune. Alors, Pierre a été PDG de Philas d'Ariane Group en charge des équipements laser, et auparavant, il a occupé des postes de direction chez Airbus Defence and Space et Ariane Group, à la fois dans des rôles opérationnels et commerciaux. Je lui laisse la parole pour nous présenter The Exploration Company, une solution européenne de cargo de l'ISS à la Lune. Merci Nicolas, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de pouvoir intervenir devant vous cet après-midi. Donc effectivement, quelques mots sur The Exploration Company. Donc, Exploration Company est une jeune entreprise qui a été créée il y a 2 ans maintenant. C'est une compagnie, donc une entreprise qui a vocation à réaliser, comme tu le disais Nicolas, des véhicules d'exploration spatiale et des véhicules cargo. Et qui est une entreprise à très fort développement, qui est notamment liée à la capacité qu'on a eue à mener une levée de fonds qui a été exceptionnelle en Europe, de plus de 50 millions d'euros en série A, et qui nous permet de pouvoir assurer nos développements dans une vitesse rapide, et qui démontre aussi l'intérêt des investisseurs privés dans le domaine de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, nous sommes plus de 90 salariés dans l'entreprise, plus de 90 collaborateurs. Et nous travaillons donc, comme on va le voir, sur la réalisation de notre roadmap technique que l'on tient pour l'instant par rapport au calendrier qui était fixé. Donc, la première étape, ça a été de réaliser un petit démonstrateur qu'on a appelé Bikini. Donc, c'est un bébé véhicule qui fait à peu près 60 cm de diamètre, 40 kg, et qui aura vocation pour nous de valider la phase de réentrée, qui est une phase toujours critique pour les véhicules spatiaux. Réentrée parce que, comme tu le disais Nicolas, nous avons vocation à réaliser des véhicules réutilisables, un petit peu comme SpaceX le fait avec les lanceurs, nous on va le faire avec les véhicules d'exploration. Donc ce démonstrateur a été réalisé en 9 mois, il est prêt maintenant au lancement. On a un petit peu de difficulté à trouver un lanceur disponible parce qu'en plus on est petit, donc on n'est pas vraiment satellite principal, mais le lancement devrait être opéré dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc ça sera une étape évidemment extrêmement majeure. La deuxième étape viendra assez vite derrière, puisqu'en fait, on est déjà en train d'assembler, vous le verrez tout à l'heure sur la planche suivante, les éléments d'une capsule qui sera à peu près à la moitié de l'échelle du véhicule d'exploration nominal qu'on va réaliser. Capsule qui a déjà une capacité d'emport de charge utile et qui va opérer en mission vol libre, free flying, en microgravité, donc en orbite basse, pour pouvoir mener diverses expérimentations, des expérimentations au profit de clients institutionnels. On est très heureux d'avoir le soutien de nos agences nationales, l'ESA, le CNES et le DLR, et également de clients privés, type Airbus ou Yuri, qui nous font confiance pour cette première mission. La première mission durera 3 heures.
puisqu'en fait, on n'a pas de module de service sur cette capsule. Et par contre, elle va permettre d'emporter 300 kg de charge utile et donc valider finalement l'ensemble des fonctionnalités de la capsule qui a vocation à revenir sur Terre et qui sera lancée en octobre de l'année prochaine par Falcon 9, qui à cette époque-là est le seul lanceur qui était disponible pour notre mission. Vous voyez ici quelques photos qui montrent que on a déjà largement passé l'étape du papier, puisque vous voyez dans notre hall d'intégration le bouclier thermique sur lequel nous assemblons la protection thermique. Donc c'est des travaux qui sont en cours actuellement, et ensuite évidemment nous allons assembler la structure et l'ensemble de la capsule. L'étape suivante, qui arrivera également assez vite puisqu'elle est prévue fin 2026, c'est la réalisation du véhicule, de la capsule complète, avec son module de service et avec sa capacité complète, qui est donc plus de 4 tonnes d'emport de charge utile, soit pour des missions, là encore, free flying en orbite basse, soit pour se docker à la station spatiale internationale ou aux futures stations privées, puisqu'aujourd'hui, une des transformations qui est en train de s'opérer, c'est le changement de business model, puisque la station spatiale internationale va s'arrêter de fonctionner à la fin de la décennie, et ce sont des stations spatiales privées qui vont prendre le relais. Et nous sommes très heureux d'avoir pu signer la semaine dernière un contrat avec Axiom Space, qui est je veux dire, l'acteur américain qui est le plus avancé dans le domaine du développement des stations privées, et qui nous fait confiance pour qu'on puisse assurer des missions cargo à leur profit. Donc on est très fiers de ce résultat, parce que c'est quand même une première qu'une société européenne qui n'a pas encore volé ait pu signer un contrat avec un acteur américain majeur, et qui montre le besoin de disposer de ces véhicules cargo, ces véhicules d'exploration. Donc je disais, la capacité d'emport est de 4 tonnes. Là, la durée de la mission sera de plusieurs mois en orbite. Et donc on aura cette fonction, cette capacité de docking qui sera offerte. Et puis, on n'a pas l'intention de s'arrêter là. On a de grandes ambitions avec The Exploration Company, même si vous voyez qu'on les jalonne d'étapes techniques très, très sérieuses. On a l'ambition, évidemment, de pouvoir développer à terme un véhicule lunaire, d'exploration lunaire, qui pourra, notamment par les gateways qui vont être mis en place, pouvoir accéder à la Lune. Donc le principe, c'est d'avoir des éléments de véhicules qui sont communs avec ceux que l'on réalise pour l'orbite basse. Par contre, avec des nouveaux moteurs, des moteurs qu'on réalise par nous-mêmes avec Exploration Company, en mettant en œuvre des green propellant, donc des ergols verts, et qui va nous donner des forts delta V, qui va nous donner la capacité de pouvoir effectivement atteindre la surface lunaire, pour là aussi y assurer une mission qui est plutôt de nature cargo. Mais pour pouvoir faire toutes les missions passionnantes qui nous sont présentées cet après-midi, il faut d'abord pouvoir emmener tous ces éléments-là sur la surface lunaire. Donc ça, on vise 2028, on va dire à la fin de la décennie, cette capacité qui sera offerte à l'Europe, en espérant que l'Europe aussi veuille bien nous accompagner et nous donner les moyens d'assurer ces missions-là, puisque comme je le disais, aujourd'hui, on est principalement financé par les investisseurs privés, mais on a besoin du relais de nos agences pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces travaux, l'ensemble de ces développements. Voilà ce que je voulais vous présenter cet après-midi, évidemment. Merci Pierre. Merci beaucoup. Ouais, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des charges utiles là, qui vont voler sur la première capsule ? Alors il y a des charges utiles qui sont soit par exemple qui sont des validations d'équipements qui ont vocation à être ensuite réutilisés plus largement dans l'espace. On a des expérimentations qui sont liées finalement aux sciences du vivant, en fait, liées à la pharmacologie ou à la cosmétologie. Donc il y a beaucoup d'expériences, en fait, beaucoup de cas d'usage en fait, liés à tout ce qui est pharmacologie, cosmétologie, sciences du vivant au sens large, parce qu'en fait les conditions de microgravité sont telles qu'elles permettent de disposer de conditions évidemment différentes de celles que l'on retrouve sur Terre, et qui permettent notamment d'accélérer des phénomènes de vieillissement
ou de créer des conditions qui, notamment pour la reproduction de cellules, sont aussi extrêmement différents et qui sont très intéressants pour les différentes industries du domaine. Donc en plus, l'espace va nous rendre plus beaux, plus jeunes, plus longtemps. C'est fantastique. Tout à fait. Alors on va passer la parole à Christophe Bonal, donc, qui travaille à la direction de la stratégie du CNES. Il est expert des lanceurs, hein. Il a travaillé de nombreuses années à la direction des lanceurs. Il a travaillé sur Ariane, il a travaillé sur de nombreux projets futurs. Il est aussi un grand expert de la thématique des débris spatiaux, mais pas que, hein. Il a plein de cordes à son arc, comme vous allez le voir. Il est également membre de l'Académie de l'air et l'espace, du Haut Comité scientifique de la 3AF, et il est membre également de l'International Academy of Astronautics. Et aujourd'hui, il va nous parler des stations spatiales permettant de générer de la puissance. Merci Elisa. Alors, je suis désolé, là, ça va être un petit peu technique. Je suis un indécrottable technique. Vraiment, c'est dans mes gènes. Donc, l'idée, là, c'était ce qu'on se posait comme question avec le CNES. Au niveau du CNES, c'est, au fait, c'est quoi ces histoires de Space-Based Solar Power? Tout le monde en parle. C'est du lard ou du cochon? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est vraiment la poule aux œufs d'or? On voit fleurir plein d'idées. Il y a plein de projets, Et donc, bah, là, ouais, comme d'habitude, je regarde, je me suis posé la question un peu, où est-ce qu'on en est? C'est quoi? Donc l'idée de base, c'est évidemment, ça part du constat qu'on a un énorme besoin d'énergie électrique. Je ne vais pas vous lire la planche. Bon, mais c'est clair. Retenez juste, typiquement pour la France, on a besoin à peu près de 100 gigawatts. Donc voilà. Et puis vous voyez, alors on a l'énorme chance en France, ça vous le savez bien sûr, d'être l'exception par rapport aux autres pays au niveau du CO2 grâce à notre nucléaire. Néanmoins, on va se dire, si j'essayais de remplacer, qu'est-ce que je peux faire là pour fournir ces 100 gigawatts? Donc l'idée, c'est de profiter du soleil. Le soleil abondant, même si ce matin, c'était pas terrible, mais soleil abondant tout le temps. On récupère source permanente. Donc on peut évidemment récupérer cette énergie par photovoltaïque. Bon, c'est une ressource qui est illimitée par définition, qui est propre. Alors là, bon, j'ouvre juste les petits bémols. Attention, bémol, ça dépend comment on produit les cellules photo, ça dépend où elles sont produites. Si c'est massivement en Chine, c'est autre chose. On se posera la question du recyclage, mais à la limite, c'est pas le sujet là. Hein, okay. Après, au point de vue de l'efficacité au sol, ce qu'il faut retenir, il y a quand même quelques bémols. On part de 1360 watts par mètre carré, hein, la constante solaire, quand on est en orbite. Bon, après, quand on arrive au niveau de l'équateur terrestre, il n'y a plus que 1000, parce que notamment, il y a l'atmosphère. Puis après, si on regarde la puissance moyenne répartie, ça fait 300 watts par mètre carré. Puis après, il y a le rendement des cellules photoélectriques. Alors, vous prenez la valeur que vous voulez. Typiquement, généralement, c'est plutôt dans les 20%. Hein. Certains disent non, mais demain, on aura 40. Bon, on verra. Hein, mais donc, à la limite, vous faites la multiplication que vous voulez. Mais retenez que la puissance électrique produite par un mètre carré, c'est entre 60 et 120 watts par mètre carré. On reverra un peu après. Donc ça, comme solution, ça peut être soit des grandes centrales, comme ici les centrales qui sont les centrales de Séville, qui sont des énormes champs d'héliostats qui se focalisent sur des tours productrices d'énergie, ou bien ça peut être distribué. Hein, donc si on couvrait tous les toits possibles et imaginables par des panneaux solaires, on produirait la chose sans avoir pour autant un impact sans détruire les champs et autres. Hein. Donc, je voyais par exemple 100 gigawatts, il faudrait faire 1000 km². Bon, c'est 10 fois Paris quand même. Mais sans aller jusque-là, je m'étais posé la question. Par exemple, Vélizy 2, c'est 1000 m², c'est 10 mégawatts. Bon, si on couvrait juste le toit de Vélizy 2, 10 mégawatts, bon, pourquoi pas. Ok. Donc ça, à mon avis, c'est à considérer sérieusement pour les toits. Mais à nouveau, on est un peu hors sujet là. Les problèmes, qu'est-ce qu'on a? Donc on a cette perturbation liée à l'atmosphère, le cycle jour-nuit, division par 2, voire même 3. Hein, je discutais hier avec des collègues qui me disaient que c'est plutôt 3 à cause des rayons rasants et tout. L'angle d'aspect solaire, c'est-à-dire c'est l'angle par lequel la cellule voit le soleil. Donc pour les puristes, il y a un premier cosinus et un deuxième cosinus, hein, qui fait perdre au moins 40%. La météo, l'encombrement au sol, etc., etc.
Donc, l'idée, tant pis, alors allons pas au sol, faisons-le en orbite, directement. Donc en orbite, là, on bénéficie des 1360 watts par mètre carré directement. On peut orienter nos panneaux solaires toujours dans la direction du Soleil. Il n'y a pas d'éclipse jour-nuit si on se trouve suffisamment loin de la Terre, par exemple en orbite géostationnaire. Enfin, formellement, il y a un tout petit peu d'éclipse, mais très peu. Et il n'y a pas de problème de météo là-haut. Le principe général, tel qu'il est illustré par exemple ici par le brevet de Peter Glaser en 65, ou le brevet en 73, c'est on récupère, donc on a un grand panneau solaire ici, très grand panneau solaire qui récupère l'énergie, qui transforme les photons en énergie électrique. L'énergie électrique se transforme en faisceau au micro-ondes, donc à nouveau des photons, qu'on bime vers la Terre. Là, vous avez l'antenne ici, et sur la Terre, on a un champ de récepteurs qui retransforme les micro-ondes en électrique. Voilà. Alors, historiquement, c'est une très vieille idée, Tsiolkovsky, 1923, comme d'habitude. Il y a une nouvelle d'Isaac Asimov qui est formidable, que je vous invite absolument pour le sujet. Enfin, c'est à lire absolument. En plus, c'est chargeable sur Internet. Ça prend 1 heure après à lire. C'est passionnant. Peter Glaser, en 68, c'était vraiment le premier redémarrage très fort là-dedans. Puis, il y a eu des études. Enfin, je vais revenir 2 secondes dessus. Une démonstration de 34 kW en Californie et des développements très significatifs dans le monde depuis. Donc, la première vraie étude très sérieuse a été menée par la NASA en 79, c'est celle en haut à droite. Il y a des panneaux solaires assez sympas au point de vue taille. Il y avait juste 54 km². La structure fabriquée au point de vue des treillis, etc., faisait 5 km3. Au total, ça faisait 64 000 tonnes. Bon, mais on est là pour rêver, donc on rêve, et on se dit, il y a peut-être quelque chose d'améliorable un peu. Il y a plein de variantes, on peut se placer. Alors généralement, quand même, on regarde en géo. Pas mal. Alors, les concepts ont pas mal évolué en disant qu'au lieu d'avoir que des panneaux solaires qui collectent le soleil, on va plutôt les collecter par des petits réflecteurs, or petits, qui auront l'avantage d'être facilement mobiles et orientables seront eux qui vont viser le soleil et réfléchir la lumière vers le transformateur finalement. Vous le voyez par exemple en bas à droite, cette espèce de chapeau un peu bizarre, c'est un ensemble d'héliostats. Alors, dans certains concepts, il y en a 50 000 quand même, des héliostats de 1 mètre carré ou quelques mètres carrés, qui après donc s'orientent chacun pour viser le disque blanc qui est en dessous. Désolé, il marche de temps en temps. Le disque blanc qui est le convertisseur en micro-ondes, lesquels micro-ondes sont schématisés par le cône bleu qui est en dessous et qui va jusqu'au sol. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait à l'étude, il y a plein de variantes, comme je disais. Voilà un peu la taxonomie des stations solaires orbitales qui ont été envisagées. Alors on retrouve la première de 79, 64 000 tonnes. Il y a eu des travaux, notamment en Chine, qui résolvaient la question d'avoir une espèce de cardan basculable qui passe 2 gigawatts quand même, ce qui est pas une mince affaire. Des systèmes modulaires, où il y en a plein, des sandwichs comme ça. Et puis pour le moment, la solution de référence qui tient bien la route, c'est celle-là, c'est la SPS Alpha qui date de 2022, John Mankins. L'énorme avantage là-dedans, c'est que vous voyez ici la masse qui est passée de 64 000 tonnes à 7 400 tonnes. Attention, c'est pour 2 gigawatts. Donc on retient qu'aujourd'hui, on est quand même à pas loin de 4000 tonnes par gigawatt. 4000 tonnes, 4000 tonnes, c'est une paille. Ici, je reviendrai après sur les coûts. L'un des très gros problèmes là-dedans, et c'est là finalement la source de tous les problèmes qu'on peut se poser au niveau évolution, recherche et technologie, amélioration, dans quelle voie faut-il Ici, vous avez le concept donc, de John Mankins, tout récent, c'est SPS Alpha, dans lequel vous avez donc la structure collectrice, ma fameuse espèce de cloche avec les 50 000 héliostats, puis qui transfère au générateur de micro-ondes,
qui lui-même transfère sur une rectena, rectifying antenna, qui est une antenne au sol, qui permet de retransformer les micro-ondes en électrique. Et quand on regarde là-dedans, on se dit quand même, donc on fait des transferts, on fait des transformations photon-électron, photon-électron. Bon, ok. Quel est le rendement de tout ça? Donc si on regarde, alors au niveau, si on regarde un peu la chaîne, bon, le Soleil, 99,5%, ça c'est dû au fait que quand même de temps en temps on a des éclipses. Et après, les réflecteurs proprement dit, 90%. Les cellules, là, dans mon exemple, j'ai pris 30%, qui est optimiste. Certains râleront en disant non, il faut viser 40 ou 50, hein, bien sûr. La réalité d'aujourd'hui, c'est 20 plutôt. Puis après, on a la conversion en micro-ondes, 80%, la transmission vers la Terre, 90%, puis la reconversion micro-ondes vers l'électricité, 85%. Et après, je ne compte pas les rendements de redistribution au sol, parce que bon, bah, ça, c'est les... Mais donc, globalement, le rendement global de toute la chaîne, c'est 16%. 16%, ça veut dire qu'un mètre carré en orbite va produire 220 watts in fine. Si vous vous souvenez, j'avais dit qu'au sol, c'est 100. Donc avec tout ce machin-là, finalement, on gagne un facteur 2,2 dans le meilleur des cas. Ça, bon, un peu limitatif. Après, alors parmi les points ouverts qu'on a aujourd'hui, donc pour revenir un peu à mon exemple de 50 gigawatts pour la France, hein, la moitié des besoins de la France, bon, il faudrait typiquement donc 25 centrales solaires telles que je viens de la décrire, qui chacune font 9 km² en orbite, et 7500 tonnes chacune pour 2 gigawatts, ce qui fait un total en géo de 187 500 tonnes. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Je rappelle que depuis Spoutnik, on a accumulé 4000 tonnes en géo, tout compris, les débris, tous les trucs, on en est à 4000. Donc il faut multiplier un tout petit peu pour passer à ce dont on a besoin. Puis après, au sol, on a besoin de 25 récepteurs, ici, récepteurs transformateurs, qui chacun font 50 km². Hein, bon, alors pour la question qui est très traditionnelle, c'est au fait, est-ce que le faisceau au micro-ondes va tuer n'importe quel oiseau qui traverse ou qu'est-ce qui se passe, etc. Non, le flux est très faible. Le flux au centre, le flux au pire, au centre du récepteur, c'est 250 watts par mètre carré, c'est-à-dire ça correspond à un quart du flux solaire. Donc, à moins d'être vraiment sur l'équateur, pile au zénith, etc., c'est quelque chose que vous ne voyez même pas, vous ne le sentez même pas, c'est juste comme une... Et puis après, les bords, ici, c'est 1 watt par mètre carré. C'est des trucs qui sont très très bien régulés, donc vous ne le ressentez absolument pas. Donc ça, juste pour dire que ça a bien sûr été pris en compte correctement. Pourquoi est-ce que j'ai dit 10 Ah non, ok, oui. Voilà, donc ça, globalement, pour un rendement 2 fois supérieur au photovoltaïque, bon, il y a des fortes perturbations pour les astronomes, parce qu'on aime bien les astronomes, mais si on a des centaines de tâches de 9 km² au-dessus de nos têtes en permanence, bon, ça va peut-être pas faire génial. Alors après, évidemment, il faut lancer tout ça. Donc les opérations de lancement, grâce à Elon, c'est gratuit avec Starship. C'est gratuit, mais quand même, son Starship, il fait demain, il fera 100 tonnes en orbite basse par lancement. Donc il faut quand même 2000 lancements, c'est-à-dire 1 par jour pendant 5 ans. Puis après, et ça, on ferait une intégration globale, un assemblage en orbite basse, hein, Léo, puis un transfert électrique faible poussée jusqu'à géostationnaire, de manière à éviter d'avoir à faire bosser des bipèdes en géostationnaire directement. Donc on assemble, on vérifie tout, et puis on retransfère. Okay. Mais ça, déjà rien que le transfert, bien que ce soit en électrique, très haute performance et tout, il faut quand même 1600 tonnes de xénon par centrale. Ce qui est quand même, bon, xénon, vous prenez krypton, alors comment ça revient au même. Après, enfin, les opérations en orbite, bien sûr, il y a un contrôle d'attitude qui est complexe, notamment bon, pour éviter les collisions, et pour faire un maintien à poste, le fameux station keeping en géostationnaire, qui est très connu, qui fait 50 à 60 mètres par seconde par an. Bon, ben là, évidemment, il faudra le faire. Et ce qui fait, à nouveau, 13 tonnes de xénon par an par centrale à délivrer en géo. L'assemblage en orbite, il faut une conserve. Ça, c'est là où ça devient intéressant.
l'assemblage en orbite, quand même, on est obligé de réfléchir à une très très forte modularité. Il faut vraiment, quand vous regardez les travaux de l'IA, notamment, c'est des petits éléments répliqués 50 000 fois et avec un automatisme d'assemblage qui est tout à fait sympa. C'est vraiment presque de l'auto-réplication en orbite. Donc assemblage en orbite, avec une très forte automatisation indispensable, des problèmes de contrôle thermique, évidemment il y a des problèmes d'obsolescence, de maintenance, de remplacement, les réparations à prévoir, ça va être passionnant. Parce que ça, vraiment, les réparations, on tombe, alors oubliez les Space-Based Power Station, mais les histoires de réparation de satellites en automatique, en orbite et tout, c'est demain. C'est ça le New Space, c'est vraiment les opérations de demain. Bon, et puis évidemment, il faudra prévoir des réparations et... Comme les problèmes qu'on peut avoir avec les éoliennes ou les champs de photovoltaïques sur Terre, qu'est-ce qu'on fait au niveau recyclage, Recyclage, qu'est-ce qu'on fait? Et certains disent, ouais, on recycle à l'infini. Vous ne vous occupez pas, vous en faites pas, on remplacera toujours par du nouveau, on refourbichera là-haut et tout. Bon, on verra. Sinon, on pousse à l'orbite cimetière, mais l'orbite cimetière, elle va rapidement être saturée. Bon, dernière planche, en synthèse. C'est un sujet vachement intéressant. C'est un sujet vachement intéressant et qui fait partie de ces sujets où, de prime abord, on se dit waouh, c'est pas gagné. Et donc, il va falloir travailler fortement, vraiment ouvrir. Il faut un plan de R&D pour améliorer significativement chacun des rendements. Quelque part. Un bilan énergétique à consolider, de manière à vérifier quand même que ce qu'on raconte est correct. Bilan financier à consolider, donc ça, c'est les travaux de John Mankins disent 7 à 9 centimes du kilowattheure. Mais quand vous regardez une centrale nucléaire française, c'est 5 centimes. Et encore, j'ai vu une centrale bien amortie qui est après 40 ans, là c'est 1 centime du kilowattheure. Donc quelque part, si c'est déployer des milliers de tonnes pour faire quelque chose de plus cher, ça ne marche pas. Le coût de déploiement, typiquement, donc d'après Mankins, à nouveau serait dans les 10 milliards par tranche de 2 gigawatts. Donc c'est à comparer au nucléaire français, par exemple. Je ne parle pas de l'EPR, mais où, typiquement, c'est du 1,5 milliard par centrale. Par contre, c'est un superbe sujet, vraiment, qu'il faut absolument analyser correctement. Analyser au niveau des écoles, au niveau des... Il y a énormément de synergies, c'est un sujet très multidisciplinaire. Il y a de tout là-dedans, donc du transfert d'énergie, de l'assemblage automatique, toute la préparation du in-orbit servicing, c'est vraiment le New Space. C'est tout ce qui est démonstration à planifier pour apprendre. Les études Solaris et ESA sont en cours, qui sont à suivre. Et puis, il y a plein d'idées. Je discutais hier avec un collègue qui me disait « Ouais, non, mais il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut même pas faire retransférer en énergie électrique. Il faut directement électrolyser l'eau pour produire de l'hydrogène. » Et donc là, je lui ai demandé, c'est super, vachement bien, quels sont les rendements? Je te le dirai un jour. Bon, voilà. Mais donc c'est un sujet qui est super à suivre et très amusant. Merci de votre Christophe. attention. Merci beaucoup, Christophe. Alors, c'est intéressant parce que moi qui travaille dans le domaine de l'énergie, justement, et pas encore dans le spatial, est-ce que, on a vu quelques échéances. Quels sont les grands jalons, en fait, de la recherche maintenant sur ce domaine-là? Qu'est-ce qu'il faut encore passer comme grosse étape? Je crois on a vu, il y a plusieurs sujets là-dedans. Donc, il y a la transformation photon électrique. Bon, ça, on le connaît bien. Il faut améliorer là-dedans. On en est aux cellules triple jonction. Donc, il faut gagner de ce côté-là. Et bon, les théoriciens disent qu'on pourrait monter à 45% de rendement. Donc là, évidemment, il faut travailler là-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour le spatial, c'est évidemment pour sur Terre et pour les satellites et autres. Après, il faut améliorer la transmission. Alors, ça peut être par micro-ondes, ça peut être par laser. Il y a différentes solutions. Après, donc, il y a à nouveau le transfert micro-ondes électriques, où là, il faut chercher bien. Donc, je dirais, il faut absolument améliorer individuellement chacune des clés là-dedans. Et il faut passer à des démonstrateurs. Il
il faut passer à des démonstrateurs, vraiment, des démonstrateurs de petite échelle d'abord. Donc là, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais petite échelle où on transfère au sein du hangar Y, je mets ici mon émetteur, et au fond, là-bas, je mets mon récepteur et je vérifie que je suis capable de passer de l'énergie là-dedans, quoi. Puis après, on passe. Alors les Japonais ont fait une démonstration, les Japonais plus, donc Kaya et autres, ont fait une démonstration à Hawaï en passant plusieurs kilowatts entre deux îles de Hawaï à 50 km de distance, quoi. Voilà, et c'est comme ça. Puis après, évidemment, il faut, à chaque étape de démonstration, il faut être convaincant. C'est-à-dire ne pas avoir de blocage, être capable de convaincre nous, par exemple, en disant si, je vous jure, ça va marcher. Et puis, petit à petit, après, ça marche. Et ça, c'est vraiment le rôle de, par exemple, l'étude Solaris d'ESA. On va voir ce que ça va donner. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Donc maintenant, on va passer la parole à Alain Borel, qui est étudiant en 4e année filière aérospatiale de l'ESTACA, donc une école d'ingénieurs spécialisée dans les moyens de transport. Il a toujours été intéressé par le spatial depuis très longtemps, et il est actuel président de l'association spatiale de l'école, donc ESTACA Space Odyssey, dont la raison d'être est de promouvoir le domaine spatial auprès des étudiants de l'école en réalisant toutes sortes d'objets spatiaux. C'est également l'un des lauréats de la bourse Espace 2023 qui récompense la jeunesse contribuant à la connaissance et à la promotion de la sphère aéronautique et de l'espace en soutenant divers types de projets. Alan, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à Monsieur Chatnez et Monsieur Varin de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici. Donc moi, je vais être moins technique. Je vais plus aborder la philosophie globale de l'ESO, en fait, l'association que je représente, et comment les étudiants vont prendre une place au fur et à mesure des années dans le spatial. Donc pour commencer, donc voilà le plan. Je vais me représenter. Je vais présenter ce qu'est l'ESO, ce qu'on a fait et par la suite ce qu'on va faire. Donc pour commencer, donc moi effectivement je suis un étudiant en 4e année filière espace à l'ESTACA, l'école d'ingénieurs spécialisée dans les transports, et je me suis spécialisé dans la filière aérospatiale et je suis aussi le président du coup de l'association dont je vais vous parler, l'ESO. Qu'est-ce que l'ESO? Alors, l'ESO c'est une association depuis 1992 qui vise à rassembler des membres et à créer tout type d'engins spatiaux, donc que ce soit des fusées, donc par là j'entends des mini-fusées, des fusées expérimentales, des ballons sondes, voilà, on en voit un par exemple ici, des CANSAT cette année également. Donc globalement vraiment tout ce qui peut aller dans l'espace, on essaye de le réaliser. Ici on voit une grosse fusée expérimentale. Et voilà la photo de ce qu'on a pris cette année avec le ballon sonde à 32 km d'altitude. Donc voilà pour tout ce qui est informel, tout ce qui est projet. Mais je voulais aussi rappeler qu'avant tout, c'était une association de membres passionnés. Ça fait depuis 92 que ça se succède au fur et à mesure, que les connaissances se passent au fur et à mesure. Et voilà, je voulais juste le rappeler ici. Une belle photo. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Je vais faire un rapide historique parce qu'il y a trop de projets. Je ne vais pas pouvoir le temps de tout faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, je vous montre la première fusée qu'on a faite en 1992. Donc Gandalf, qui était la première fusée expérimentale qui a reçu un prix au Salon du Bourget l'année d'après. Et puis ensuite, on a fait plusieurs types de fusées expérimentales pour se faire la main. Donc là, on a Sirius, par exemple, qui est une fusée expérimentale qui visait à étudier l'échauffement cinétique des parois. Voilà, donc tous ces fusées-là, il faut savoir qu'on les a toujours, si elles ne sont pas détruites à l'atterrissage. Ça nous arrive. Celle-ci, on l'a effectivement. Voilà, donc une autre fusée expérimentale. Il faut savoir aussi que donc, quand je parle de fusée expérimentale, ce sont des fusées qui font aux alentours de 2 mètres de haut pour un diamètre qui va entre, allez, on va dire entre 12 cm jusqu'à 30, voire 32. Je voulais aussi vous présenter le premier ballon sonde en 94, ouais, c'est ça. SeaSec Sun, qui était la première mini-fusée expérimentale à dépasser Mach 1. Donc c'est une toute petite fusée, elle fait vraiment ça de haut, donc quelque chose comme 45 cm. Carol, qui visait un contrôle de roulis par canard. Donc ce sont des petits ailerons qui bougent en fonction de la rotation de la fusée sur elle-même.
Et voilà, donc là après on rentre, on commençait à avoir la main, donc les projets s'enchaînaient, courage. Et plus récemment, ça va me permettre de faire la transition, Marguerite, donc, qui est une fusée expérimentale également à contrôle de roulis par bague rotatif des ailerons. Qui a reçu aussi en 2022 un prix fusée. Et ça va pouvoir me faire la transition sur ce qu'on va faire et ce qu'on envisage de faire les prochaines années. Donc il faut savoir qu'on veut maintenir du coup toutes ces petites, entre guillemets, fusées expérimentales, mini-fusées, ballons-sondes, etc. Donc des projets qui sont plutôt faisables en 1 an. Mais on se lance aussi dans une réalisation un peu plus grande qu'on appelle programme ESL. ESL pourquoi? Estaca Space Launcher. On veut faire en fait sur plusieurs années, on veut construire de A à Z un lanceur et un moteur. Et c'est ça qui est inédit pour une association spatiale, c'est de créer le moteur et tout ça pour les rassembler au fur et à mesure pour atteindre les 32 km d'altitude qui était encore récemment le record européen d'une fusée étudiante. Donc comment est-ce qu'on s'organise? Parce que c'est toute une nouvelle organisation pour nous aussi. Donc on sépare en 2 grandes parties. D'abord la partie lanceur, puis la partie moteur. Et dans chaque grande partie, on se divise on se divise en pôles à la manière d'une entreprise en fait. On essaye vraiment de créer différents pôles en fonction des sujets d'études. Donc par exemple pour le lanceur, on a tout ce qui est avionique, on a tout ce qui est architecture et structure, on a tout ce qui est récupération. Donc là je parle du parachute, je parle de la minuterie avec l'avionique également. Et l'aérodynamique, qui est un vrai sujet aussi sur l'optimisation des performances de la fusée. Et puis le moteur, donc là on parle injection, parce qu'il faut savoir que c'est un moteur qui est en plus de ça innovant. Dans ce que j'entends innovant, c'est que c'est un moteur hybride, liquide et solide, dans lequel en plus de ça on a rajouté un lit catalytique pour optimiser et améliorer la réaction. Donc l'injection a une place prioritaire. On a la chambre de combustion à tuyère également. L'EPA, ensemble propulsif amont. Et le banc d'essai qu'on réutilise d'un projet qu'on avait également développé en 2017 qui s'appelle le banc Aurora, qui était un moteur biliquide en impression 3D. Je vous fais un rapide un rapide passage sur le programme qu'on envisage. Donc vous voyez que ça a commencé, l'idée est apparue en 2019. Pendant le Covid, on a fait les premières conceptions et études de faisabilité. L'année dernière, on a fait la fabrication du lanceur et on va bientôt faire le test moteur donc de Naga, le moteur hybride. L'année prochaine, on veut lancer notre premier lanceur au Seaspace, donc qui est un événement en collaboration avec Planète Science et le CNES pour le lancement de tout ce qui est fusée expérimentale, etc. Tous les projets, on les lance avec le Planète Science à Tarbes en juillet. Et après, on partira sur la deuxième itération. Et là, on vise un peu plus haut. On vise le concours européen Euroc, qui a lieu tous les ans au Portugal. Et là, c'est vraiment de la finesse d'ingénierie. Donc, ça nous permettra de se professionnaliser complètement et d'avoir de beaux résultats. Et on espère des résultats sur nos buts en 2026. Voilà, je vais arrêter là. Et puis, je voulais juste rappeler que pour ce genre de projet, on a besoin de beaucoup de moyens, que ce soit de moyens humains, mais ça, on a avec nos membres passionnés, il n'y a aucun problème, mais surtout de moyens financiers et matériels. Donc je rappelle quelques partenaires à nous qu'on a déjà. Donc je cite Diatex par exemple, qui nous a fourni du tissu pour parachute, Gotronic qui nous a donné des bons d'achat, Latitude et Hybrogenes qui nous aident carrément sur nos projets et qui nous suivent et nous aident à prendre des choix technologiques sur les projets. La CVEC, les Staka bien sûr, Safran et AirTech pour les composites. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, juste une petite question, puisqu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont finalement sur un nombre d'années qui est supérieur au nombre d'années normalement qu'on passe dans une école d'ingénieur. Et comment vous gérez ça ? Très bonne question. C'est tout le défi du président et des responsables qui sont sur les projets. Il y a vraiment une dimension de passation de connaissances qui est très importante au fur et à mesure des années parce qu'effectivement, globalement, les membres restent vraiment 2 ans et sont vraiment efficaces 2 ans pendant la 3e et la 4e année de l'école. Et donc là, typiquement, il faut qu'on arrive à se passer toutes les connaissances au fur et à mesure des années. Donc voilà, ça se fait.
et on essaye de le faire au mieux. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Louis de Gouillon-Matignon, donc, qui est docteur en droit et qui est cofondateur et président de Gamma, qui est une start-up qui a pour vocation l'exploration spatiale grâce à la technologie de voile solaire. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a un petit peu de bruit de fond. Écoutez, voici le projet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type d'architecture dans l'espace, que ce soit sur des vues d'artistes ou que ce soit sur des photos qui ont été faites de différents actifs spatiaux. La société s'appelle Gamma. C'est une société qui aujourd'hui a 3 ans d'existence, qui emploie une vingtaine d'ingénieurs en région parisienne et qui a envoyé son premier démonstrateur voile solaire il y a quelques mois dans l'espace. On est en orbite basse. On a un petit satellite qui vole actuellement à 550 km d'altitude. C'est ce qu'on appelle un CubeSat 6 unités. Donc c'est la taille d'une boîte à chaussures. C'est une douzaine de kilogrammes. Et ce satellite a cette spécificité de contenir un nouveau type de propulsion qu'on appelle la voile solaire. C'est ce que vous voyez à l'écran. C'est une espèce de gigantesque couverture de survie que l'on va aller déployer dans l'espace. Et grâce à cette couverture de survie, on va pouvoir réaliser des missions toujours plus ambitieuses. En fait, cette espèce de gigantesque toile, c'est donc la voile solaire, qui est déployée dans l'espace, va venir réfléchir la lumière. Et quand on est dans l'espace, il y a du vide, on a aussi une vitesse de satellisation. On arrive à imprimer à notre engin spatial, grâce au rayonnement solaire, grâce à la pression de radiation, une accélération. Et ensuite, on se sert de cette accélération pour déplacer nos charges utiles d'un point A à un point B. Donc la voile solaire, ce que développe actuellement la société Gamma, c'est un nouveau type de propulsion qui a cette spécificité de ne plus avoir à embarquer de carburant. Aujourd'hui, lorsque l'on envoie une mission dans l'espace, que ce soit sur de l'orbite basse ou pour de l'exploration spatiale lointaine, on doit embarquer du carburant. En général, c'est de la propulsion chimique, c'est de l'hydrazine. Et depuis quelques années, on assiste au développement de la propulsion électrique miniaturisée pour des satellites et pour quelques manœuvres en orbite basse. Grâce à la voile solaire, on n'a plus besoin d'embarquer de carburant, ce qui veut dire 2 choses. 1, des satellites plus légers envoyés dans l'espace, donc ça coûte moins cher. Et surtout 2, des temps de mission qui sont rallongés. Quand vous voulez partir en orbite basse, en général, votre temps de mission, c'est soit pour de l'observation de la Terre, soit pour de la télécommunication, soit pour différents types de services en orbite ou de démonstration. C'est en général entre 18 mois et 5 ans. Lorsque vous partez sur une mission lointaine, c'est en années, voire parfois en dizaines d'années, et c'est là où la question du carburant devient cruciale. Lorsque vous partez vers la Lune, aujourd'hui, vous utilisez une injection avec une injection assez énergétique, vous arrivez à atteindre la Lune, grosso modo, en quelques jours. C'est les missions Apollo. Lorsque vous partez vers Mars, c'est entre 6 et 9 mois, dépendamment de l'alignement des planètes. Excusez-moi pour ce raccourci, c'est pas exactement ça, mais voilà, c'est en mois. À partir du moment où vous voulez aller explorer les astéroïdes, que ce soit des astéroïdes géocroiseurs, que ce soit dans la ceinture principale, ou à partir du moment où vous voulez aller au-delà de la ceinture principale, les voyages spatiaux se calculent en années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout le bruit qu'il y a autour des nouvelles activités spatiales, toutes celles-ci se concentrent en banlieue terrestre, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Lorsque Thomas Pesquet va dans l'espace, il est à 500 km d'altitude. Lorsque l'on envoie des Starlink pour de la télécommunication et de l'Internet, c'est 1000 km d'altitude. Lorsque l'on envoie un plus gros satellite de télécommunication pour de la télévision, pour de la téléphonie ou autre, on va en orbite dite géostationnaire, on est grosso modo à 40 000 km d'altitude. Là, il y a un peu plus d'ambition depuis quelques années avec les Américains qui entraînent le monde avec eux via un projet qui s'appelle Artemis, de repartir vers la Lune. La Lune, c'est 400 000 km. Mais toutes ces missions sont quand même relativement proches de la Terre. On est un peu en banlieue terrestre. Si on veut commencer à vraiment comprendre notre système solaire et si on veut faire des missions d'exploration toujours plus ambitieuses, s'intéresser à Mars, ses lunes, aller voir ce qui se passe du côté des astéroïdes. Il y a eu une quinzaine d'années, des sociétés qui se sont créées pour s'intéresser aux ressources que pouvaient contenir les astéroïdes comme étant l'une des clés à la raréfaction des ressources sur Terre. À partir du moment où vous voulez aller loin, vous avez besoin de nouveaux types de propulsion. Et ces types de propulsion, aujourd'hui, il y en a principalement 2. Il y en a un qui est assez complexe à mettre en œuvre, qui est la propulsion nucléaire. C'est une propulsion un peu particulière puisqu'elle embarque de la matière radioactive. Et ça, c'est assez compliqué aujourd'hui en termes de régulation, notamment pour lancer ce type d'actif dans l'espace. Et vous avez un autre type de propulsion qui est la propulsion photonique, la voile solaire. La voile solaire, c'est théoriquement aujourd'hui le vaisseau spatial le plus rapide que l'homme peut construire,
puisque dans la mesure où on a une ISP qui est infinie, on continue à accélérer, c'est de la théorie, mais on continue à accélérer tout au long de notre mission. Et il y a des profils de mission qui sont très intéressants, soit en ayant des injections directes, soit en faisant ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles, soit en allant directement, en se rapprochant autour du Soleil à une certaine distance pour des raisons thermiques, accélérer pour être ensuite relancé à des distances plus lointaines. Il y a certaines missions, peut-être Christophe, tu pourras nous citer les noms, mais qui ont déjà utilisé ce type de manœuvre pour partir assez loin. Donc voilà, c'est ce que nous développons chez Gamma. Nous avons une première mission qui a décollé en janvier 2023, sur laquelle on a eu plusieurs partenaires, au premier rang desquels le CNES, l'Agence française de l'espace, mais aussi des partenaires commerciaux, une entreprise de transport et de logistique qui s'appelle CMA-CGM et qui est basée à Marseille. Nous sommes en train de préparer une deuxième mission qui va décoller en 2024-2025 et qui là sera un satellite un peu plus important et qui va être une nouvelle brique technologique qui va nous aider à maîtriser quelque chose de nouveau dans la technologie voile solaire, qui est vraiment le déplacement à voile solaire, parce que lorsque l'on embarque de la propulsion, qu'elle soit chimique ou électrique sur un satellite, on sait à peu près comment naviguer. À voile solaire, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on doit tenir compte des éclipses, on doit tenir compte de l'orientation de notre actif spatial et de toutes les perturbations que l'on pourrait rencontrer. Donc on a cette prochaine mission 2024-2025 qui va venir valider certaines briques technologiques. Et enfin, j'en discutais tout à l'heure un peu avec certaines personnes, nous avons pour ambition, alors ça je vais en parler juste après, c'est vrai que c'est un autre axe de la voile solaire, mais nous avons pour ambition, à horizon 2026 ou 2027, de faire une première mission en deep space, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de la Lune. Et pour l'instant, nous avons identifié la cible des astéroïdes géocroiseurs comme potentielle cible avec une voile solaire. Alors pour votre information, récemment, il y a eu un lancement Artemis 1 qui a embarqué une dizaine de CubeSats. Les CubeSats, ce sont ces nouveaux petits satellites qui existent depuis une dizaine d'années. C'est un standard qui est apparu et qui fonctionne bien parce que ça ne coûte pas trop cher et que ça permet de faire plein de choses dans l'espace. Il y a une dizaine de CubeSats qui a été lancé avec Artemis 1 il y a quelques mois, dont un CubeSat qui s'appelait NEO Scout de la NASA et qui était équipé d'une voile solaire et qui avait pour objectif d'aller faire un survol d'astéroïdes géocroiseurs. Malheureusement, Artemis ayant mis beaucoup de temps à être lancé, la plupart de ces nanosatellites sont morts au sein de la coiffe d'Artemis à cause de problèmes de batterie. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la voile solaire, ce n'est pas que la société Gamma, c'est aussi la NASA, c'est aussi l'agence spatiale allemande, le DLR, avec lequel nous travaillons aujourd'hui et qui nous aide sur la partie, le déployeur, qui va nous aider à étirer notre voile. Et c'est d'autres agences spatiales, comme le Japon, qui a réalisé en 2010 une mission vers Vénus et qui était une mission assez ambitieuse, et d'autres agences spatiales, notamment en Angleterre, et voilà, sur d'autres sujets. Ça, c'est sur la partie exploratoire, pour faire écho au thème de cet après-midi, c'est-à-dire l'espace pour faire rêver. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités spatiales qui sont quand même très orientées télécommunications, observation de la Terre, suivi et suivi, monitoring des activités terrestres. Personnellement, ça me fait pas rêver. Ce qui me fait rêver dans l'espace, c'est d'aller à la découverte de nouveaux mondes, c'est d'être les Christophe Colomb actuels. Et voilà, la voile solaire est un nouveau type de propulsion qui peut nous aider, peut-être à terme combiné avec de la propulsion électrique, comme c'est le cas sur cette illustration d'artiste. Mais la voile solaire est un système de propulsion trop important pour ne pas être utilisé et pour ne pas équiper les prochaines missions d'exploration spatiale. En parallèle de cette mission d'exploration au sens historique, il y a des nécessités plus court-termistes et on se rend compte que la voile solaire, en plus d'être cette espèce de gigantesque miroir dans l'espace qui va nous aider à déplacer nos charges utiles pour aller toujours plus loin, on peut se servir de ces espèces de voiles solaires comme des espèces de parachutes en orbite basse pour désorbiter les orbites basses qui sont aujourd'hui de plus en plus saturées. Depuis quelques années, on assiste à un événement, ce sont les constellations, c'est-à-dire ces grappes de satellites que l'on envoie par dizaines, par centaines, maintenant par milliers. Les acteurs principaux étant SpaceX, Starlink, Kuiper, Amazon et bientôt d'autres acteurs, OneWeb qui fusionnera bientôt avec Eutelsat. Et toutes ces constellations vont encombrer les orbites et de telle manière à ce qu'on n'arrive pas à une situation de saturation de l'orbite basse, un peu comme c'est le cas dans le film Wall-E. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé de Walt Disney où en fait il y a une espèce de couche de satellites morts qui entoure la Terre comme une espèce de carapace de satellite pour ne pas arriver à cette situation. Il y a de plus en plus de lois spatiales qui sont votées parce qu'il y a du droit dans l'espace. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'espace est organisé d'un point de vue juridique. Ce sont des traités internationaux duquel découlent des lois nationales. Donc les traités internationaux, c'est l'ONU.
Et ensuite, les lois nationales, ça dépend des différents acteurs. En France, il y a une loi qu'on appelle la loi sur les opérations spatiales, qui date des années 2000 et qui a pour vocation d'encadrer toutes ces activités spatiales. Bref, à terme, ces lois vont être renforcées de telle manière à ce qu'il y ait de moins en moins d'actifs morts, c'est ce qu'on appelle les débris spatiaux, les déchets spatiaux en orbite basse. La voile solaire peut être utilisée comme une espèce de parachute pour précipiter la désorbitation de ces actifs qui auront leur mission accomplie et qui seront en fin de vie. Donc voilà, la voile solaire, c'est désorbiter des satellites en fin de vie en orbite basse, mais c'est surtout un nouveau moyen de propulsion qui n'utilise que la lumière, qui n'a plus besoin d'embarquer de carburant et qui permet donc de rallonger le temps d'émission et d'aller toujours plus loin pour continuer à explorer le système solaire et peut-être un jour nous aider à mieux comprendre notre environnement au sens large. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors j'ai une question que je vais d'abord te poser à toi, mais à laquelle j'aimerais bien que les autres réfléchissent aussi et qu'on leur posera après. Tu préférerais, je pense connaître ta réponse, parce que tu l'as déjà à moitié dite, mais quand même je vais la poser. Donc aujourd'hui, comme tu dis, les Américains entraînent le monde vers la Lune afin que des astronautes y retournent. Donc toi, personnellement, est-ce que tu préférerais voir une femme sur la Lune ou un robot sous-marin sous les glaces d'Encelade, satellite de Jupiter? Oh, là, tout de suite, je dirais Encelade. Ouais, parce que le défi est plus important. Parce qu'envoyer des êtres humains sur la Lune, on l'a fait. Bon, il y a le côté très politique contemporain. Il faut envoyer des femmes, des minorités, etc. Mais je ne sais pas si dans le sens de l'histoire, c'est si déterminant que ça. Mais aller explorer Encelade, sûrement. Et non, et je fais suite à ce que vous dites. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui drivent le monde spatial. Sans SpaceX, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne d'entre nous ici. Mais, et ça, c'est quelque chose qui est important à dire et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Alors, on a des lanceurs en Europe, on a des choses, mais tout ce mouvement, c'est vraiment un mouvement purement américain et maintenant sino-américain, chinois et américain. Et je pense que la vraie question aussi, c'est quelle est notre place en tant qu'Européens et Français dans cette exploration de l'espace à court moyen terme? Est-ce qu'il y a de la place pour de nouveaux acteurs? Est-ce que des entreprises vont émerger? Tout à l'heure, on parlait de The Exploration Company, qui, je crois, est binationale, franco-allemand, en tout cas, est européen. Vous demandiez à ce que les États vous aident, ou en tout cas à ce que l'Europe vous aide. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un soutien fort sur les activités orbitales basses et aussi sur l'exploration. L'exploration, c'est plus long terme et il y a moins de résultats économiques immédiats. Mais voilà, je pense que pour répondre à votre question, plutôt Encelade. Et ensuite, par rapport aux États-Unis, là, c'est moi qui pose cette question à nous tous. C'est quelle place pour l'Europe dans la conquête de l'espace de demain? Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre à cette première question? Allez-y, soyez pas timide. Le but du jeu, c'est qu'on puisse échanger. On est bon sur le timing pour passer donc maintenant à la phase de table ronde. N'hésitez pas. Donc pour le programme Artemis, donc si on a le choix entre Encelade et Artemis, la vraie question que je poserais, c'est quelle est la durée d'Artemis? Si c'est juste Artemis 3, 2 personnes qui marchent sur la Lune, et après on rentre et on finit, on remballe tout comme ça a été fait sur Apollo, l'intérêt serait vraiment limité. Si Artemis est vraiment la première étape pour une installation durable sur la Lune, pour créer donc une station-service sur la Lune qui nous permettrait ensuite d'aller plus loin, d'aller vers Mars, d'aller vers Vénus, d'aller ensuite vers les astéroïdes, tout ça, là, peut-être que Artemis sera intéressant. Après, oui, forcément, on aimerait bien voir ce qu'il y a au niveau d'Encelade. Ça, c'est sûr. Voilà. Moi, je préférais évidemment une belle astronaute nageant sous les glaces sur Encelade. Bon, non, sans rigoler. Je crois que la question est même dure à poser parce que vraiment, on mélange de trucs là-dedans. À mon avis, mais là, j'exprime mon opinion propre et pas celle du CNES, mais Artemis, c'est juste un piège pour avoir les accords d'Artemis, qui est la Pax Americana applicable au niveau du monde entier, une façon de nous verrouiller, nous, Européens, et quelque part casser les rêves. C'est-à-dire, on est bien, on fait du Artemis parce que on fait des petits éléments, on contribue, on participe, on fait la. Mais je ne vais pas raconter ma vie là, mais je pense que vraiment il y a ce volet. Donc Artemis, c'est politique. Point. Okay. Encelade, c'est exactement l'opposé. C'est vraiment, attendez, super, là, ça y est, on a trouvé, il y a une croûte de glace, il y a peut-être quelque chose en dessous, on pense qu'il y a de l'eau chaude dedans, il y a peut-être des minéraux, il y a peut-être des baleines.
bon, ça vaut la peine d'aller. Et là, c'est vraiment l'ambition, c'est le rêve scientifique. Hein. Là, je rejoins un peu ce que disait Louis. Hein. Il faut bien distinguer le côté je rêve, je vais loin, je cherche à aller loin, je cherche à voir. Et donc pour moi, la question est, je sais, voilà. Je rejoins, moi, je voudrais ne pas avoir à choisir en fait. Je voudrais qu'on ait justement les moyens de pouvoir répondre aux deux ambitions. Je pense qu'effectivement aujourd'hui Artemis, du moins l'exploration lunaire, c'est une étape pour aller au-delà. Et je pense qu'elle est nécessaire si on veut pouvoir aller au-delà et que ça devienne finalement l'exploration lunaire soit finalement quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus courant pour nous amener à pouvoir aller au-delà, et qu'évidemment il faut garder des missions qui font rêver et qui permettent d'aller encore plus loin, qu'il faut vraiment l'exploration au sens premier du terme. L'homme a toujours cherché à explorer et n'a pas de limite dans son souhait d'exploration. Avec nous aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une ambition européenne dans tous ces domaines-là. C'est ce qui fait un petit peu défaut. Il y a eu cette nécessité et ce besoin qui était absolument nécessaire d'avoir une implication, un financement de l'Europe pour les missions, on va dire, utiles du spatial. Et c'était absolument crucial pour ancrer les usages télécommunications, observation, vraiment orientés vers les usages sur la Terre du spatial. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé à cette étape où il faut aller au-delà. Il faut avoir des moyens pour explorer l'espace et qu'on ne soit pas justement tributaire seulement des souhaits ou des programmes américains. Il y a énormément de compétences qui sont disponibles en Europe. On le voit au niveau de nos écoles, on le voit au niveau de nos entreprises. Il y a plein d'initiatives qui sont portées par le New Space. Le New Space, c'est pas uniquement une façon d'aborder le spatial différemment, c'est aussi une façon de mettre en œuvre des nouvelles compétences, de développer de nouveaux produits. Et on ne demande qu'à être finalement, accompagné dans ce mouvement-là. Si vous avez l'occasion d'aller fréquemment aux États-Unis, vous verrez que c'est absolument foisonnant. Le nombre d'entreprises, le nombre d'initiatives qui existent dans le domaine du spatial, on a l'impression qu'en Europe, il y a beaucoup de PME, il y a beaucoup de startups qui se créent et qui sont très dynamiques, mais c'est rien à côté de ce qui existe et ce qui se développe au niveau américain, sans compter effectivement cette compétition qui se crée avec la Chine. Et donc effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'une prise de conscience en Europe, qu'on a une place, qu'on a de quoi faire valoir beaucoup d'atouts, mais qu'il faut juste en avoir conscience et se donner des moyens. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres réponses? Tout le monde n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, hein, je précise. Hein. Moi, clairement, le robot sous Encelade. J'ai pas dit Mars, hein, j'ai dit la Lune. J'aurais peut-être plus réfléchi si on m'avait dit une femme sur Mars. Là j'aurais peut-être plus réfléchi, mais entre la Lune, c'est déjà fait, quoi. Voilà. Tu veux y aller? Alors, moi, j'ai une autre. Enfin, je voudrais juste rebondir sur un truc que tu as dit et qui m'a interpellée. Parce qu'en fait, moi, je suis pas là à cause de SpaceX. Enfin, t'as dit si SpaceX, en gros, s'il n'y avait pas SpaceX, il y en a pas mal qui seraient pas là autour de la table aujourd'hui. Et je voudrais savoir s'il y en a qui sont dans ce cas-là, en fait. Est-ce que vous êtes là à cause de SpaceX? Parce que moi, pas du tout. Enfin, j'étais là avant, entre guillemets. Mais donc ça m'a interpellée. Vas-y. Oui, je pense que je fais partie de ces gens-là parce que SpaceX, quand ils ont commencé à ramener leur première Falcon 9 sur Terre, j'étais encore au lycée, je ne suis pas très vieux. Et donc voir ces lanceurs revenir sur Terre, c'était absolument fascinant. Et ça, même si cette passion pour l'espace, elle était déjà présente chez moi, comme beaucoup d'autres, je pense, le fait d'avoir cet engouement, ces initiatives qui prenaient place, ça n'a fait qu'alimenter encore plus ma passion. Ouais, complètement, pour moi aussi, exactement pareil. Je pense que si on est là, on est tous déjà un peu passionnés à la base, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que le fait de voir une entreprise qui sort absolument de nulle part et en 20 ans accomplir ce genre d'exploit, ça a contribué en fait à une sorte d'accessibilité de l'exploit dans le spatial. Et clairement, alors je ne veux pas me faire ambassadeur des étudiants ou quoi que ce soit, mais autour de moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça a vraiment contribué à catalyser cet intérêt pour l'espace et ça y contribue encore maintenant, quoi. Merci, je trouve ça super intéressant.
J'allais dire qu'à titre personnel, je n'ai peut-être pas la même réponse que vous. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'entreprise, l'entreprise en tout cas, Exploration Company, ne serait pas là s'il n'y avait pas eu SpaceX, parce que elle ouvre la voie aussi sur des façons de travailler pour réaliser des objets qui ont vocation à aller dans l'espace, avec des cycles rapides de validation des différentes étapes, et avec aussi ce mix de financement d'investisseurs privés et d'investisseurs publics. Et effectivement, ils ont ouvert la voie à cette approche-là, qui effectivement aujourd'hui est suivie par d'autres et qui n'existait pas auparavant en Europe. Non, je crois, évidemment, je ne suis pas là à cause de SpaceX, mais évidemment, je trouve que SpaceX est quand même la chose la mieux qui nous soit arrivée depuis fort longtemps. C'est un tel aiguillon, c'est un tel vecteur d'amélioration et un tel exemple. Hein. Justement, à nouveau, bon, je prends l'exemple, bon, il décide de faire un nouveau lanceur, bien, ok, donc il décide un nouveau moteur, le Raptor. Alors toi, tu es une experte de cycle, c'est un cycle hyper compliqué, vachement bien, très haute pression et tout. Bon, il dit, il est pas mal le Raptor, et donc il en fabrique 100. Puis au bout du 100e, il se dit, ah ben non, tiens, finalement, il y avait peut-être mieux à faire. Et donc il dessine le Raptor 2, qui est complètement différent. Et donc il bazarde les 100 premiers. Raptor 2, il en a fabriqué, je crois, 70 déjà à ce jour, ou peut-être plus, quoi, voilà. Puis au bout de ça, il se dit, ah bon, non, Raptor 3 sera mieux. Et ça c'est une mentalité que nous n'avions, c'est un exemple, hein, c'est juste une anecdote, mais ce changement de mentalité pour faire comme si on était SpaceX, hein, je crois que c'est quelque chose qui a énormément aidé pour tout le tissu des startups, hein, où quand même la moitié des startups se disent aujourd'hui, ouais, je vais faire comme SpaceX, je suis le nouveau SpaceX. D'ailleurs, c'est marrant, hein, la presse ne se trompe pas. Je crois que c'est vous, hein, Tech, qu'on a nommé les nouveaux SpaceX. Hein, voilà. Donc, et je crois que ça a changé énormément de choses. C'est vraiment, je suis ravi qu'il soit là. Bon, ok, c'est un léger concurrent, dirons-nous, mais c'est formidable qu'il soit là. Merci. Thibaut ? Je crois qu'on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Non, non, honnêtement, je pense pas que ça ait changé. Ma présence n'est pas due à SpaceX. Je suis arrivé juste un peu avant. J'ai commencé à m'intéresser au spatial un peu avant. Donc oui, j'ai vu ça au moment où... Mais bon, j'étais assez jeune et j'ai vu ça en grandissant. J'ai vu ces exploits. Donc oui, ça réinvente le possible. Notamment avec, si le Starship réussit à marcher, avec les coûts qui sont annoncés, ça fera une baisse énorme du coût d'accès à l'espace. Et donc ça ouvrira énormément de possibilités. Mais après, oui, on est tous passionnés d'espace. Et oui, c'est vrai que c'est vraiment une révolution qu'il faut suivre, qu'il faut comprendre. On aurait préféré que ce soit européen, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à suivre. Moi, je suis convaincu que Starship marchera et que je suis convaincu que ça va créer effectivement un effet de révolution, parce qu'effectivement, ça va complètement changer le coût d'accès à l'espace. Donc, ça va dire que on va pouvoir envoyer beaucoup plus de choses beaucoup plus volumineuses à des coûts qui sont beaucoup plus faibles. Donc, je pense qu'on est au début d'une nouvelle évolution du domaine du spatial. Merci. Nicolas ? Oui, merci beaucoup. Alors justement, comme nous sommes des modestes Européens, quelles seraient selon vous un peu les solutions ou les initiatives à continuer à apporter pour justement continuer à démontrer à ceux qui arrivent un petit peu, donc les jeunes ou moins jeunes qui souhaiteraient s'investir dans le domaine et puis penser, alors on n'a pas la même culture qu'aux États-Unis, mais justement faire que notre force d'Européens se transcrive dans le domaine du spatial. Qu'est-ce qu'il nous manque ou qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, lancer ? Alors, Cocorico, si je peux me permettre une page de pub, le CNES l'a très bien compris. Et vraiment, le changement au niveau du CNES, là, ces dernières années, avec tout ce qui est soutien aux startups, incitation, incubation, les Connect by CNES. Alors en plus, on a bien été aidé par la BPI, mais surtout par France 2030. Et aujourd'hui, on est dans une situation... Alors, je suis un vieux, hein, mais c'est un truc que j'ai jamais vu. Et là, je ne peux qu'applaudir des deux mains en montrant que c'est exactement ça qu'il faut faire. Alors ça aurait été bien si on l'avait fait il y a 20 ans, hein, c'est clair. Mais bon, ok. Par contre, on le fait aujourd'hui, c'est super.
Et je crois que l'ESA également, l'ESA fait très bien aussi. Donc je crois que la réponse qu'on a eue est bien. Ce qui s'est installé en Europe aujourd'hui, c'est très bien. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais, hein. C'est clair qu'on voit effectivement qu'il y a une transformation dans la façon dont fonctionne et dont la relation des agences par rapport aux acteurs du New Space. C'est clair qu'il y a vraiment un soutien beaucoup plus fort qui est donné par rapport à cela. Je pense que ce dont on a, je insiste un peu, mais dont on a besoin, c'est d'ambitions clairement affichées, mais des ambitions dont on sait qu'elles seront soutenues dans la durée. C'est-à-dire pas des ambitions où on dit ok, on a une ambition, mais en fait il n'y a pas les moyens. Donc c'est des ambitions avec lesquelles il y a des moyens qui sont donnés, qui permettent de sécuriser, évidemment de donner des vraies perspectives aux jeunes, aux différentes entreprises sur l'avenir. Aujourd'hui, merci. Et Alan, peut-être ton point de vue d'étudiant sur le sujet justement. Oui, justement, je voulais réagir sur. En fait, moi, je pense que le dynamisme qui se crée autour de l'espace et de l'accès à l'espace depuis quelques années, donc notamment grâce à SpaceX, je pense, ça fait que nous intéresser d'autant plus, nous les jeunes. Et on le voit bien, hein, même dans l'école, on voit qu'il y a une différence de demandes et de formations qui sont données. Et il ne faut pas oublier que du coup, on est plein d'étudiants, on est plein de passionnés. Et il ne faut pas nous oublier parce que je pense qu'on a des ressources, on a une vision différente aussi de ce qui était l'espace il y a 40 ans et de l'espace maintenant. Et je pense que c'est dans cette manière de penser aussi qu'il faut investir parce que clairement, Elon Musk, il ne réfléchit pas non plus comme il y a 40 ans. Voilà. Merci. Oui, je ne sais plus qui était le dirigeant qui disait j'embauche des jeunes, c'est pas pour leur dire quoi faire, c'est pour que eux me disent quoi faire. Dorian, peut-être pour Fédération. Oui, aussi. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit par rapport aux étudiants, mais en prenant en compte aussi un peu les plus vieux, qui ne sont plus forcément des étudiants, mais qui souhaitent quand même participer au monde du spatial. Ça rejoint les financements qui ont été dits du public. Fédération Open Space Makers, ça a été initié par le CNES et c'est toujours aujourd'hui financé par le CNES et ça permet de permettre à un monde d'amateurs de développer des technologies, des idées qui seraient peut-être un peu plus disruptives, où des investisseurs privés seraient peut-être un peu plus frileux parce qu'ils auraient un peu peur qu'il n'y ait pas d'aboutissement financier derrière. Donc en effet, on voit une dynamique aussi apparaître de la part des acteurs publics pour financer peut-être des solutions plus originales, on pourrait dire. Oui, tout à l'heure, Dorian, donc toi, tu évoquais l'impression que tu avais fait, donc le retour des 2 boosters là, de SpaceX. Bon, j'avoue, ça c'était une grosse claque. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres, j'ai envie de dire, souvenirs spatiaux? Alors, il y en a qui en ont sûrement plein des souvenirs spatiaux, mais est-ce qu'il y en a qui voudraient partager un petit souvenir spatial qui les aurait marqués? Alors, ça peut être effectivement quelque chose que vous auriez vu à la télé, mais ça peut aussi être quelque chose, un endroit où vous avez été, une visite que vous avez faite, une rencontre que vous avez faite. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que vous voudriez partager avec nous? Au vu de la question, moi, il y a un truc qui me revient tout de suite. C'est en première année, il y avait un décollage justement de Falcon 9 et on était en mécanique des fluides, donc une matière absolument horrible, mais essentielle et passionnante d'ailleurs. Et il y avait l'atterrissage justement pendant ce cours-là de 2 heures. Je vois Nicolas là-bas qui est un collègue à moi et qui sait très bien de quoi je parle. On était avec notre professeur et en fait on écoutait plus et on suivait plus l'atterrissage de la Falcon 9 totalement à la verticale et réussi que ce qui se passait en fait dans le cours, et même le prof au final a regardé avec nous, et ça je pense que voilà, c'est une mentalité qui nous fait vivre clairement. Juste sur cet épisode-là, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est au moment où Falcon 9 revient, à un moment il fait un boost de freinage de manière, voilà.
Et ça, on a beaucoup travaillé dessus avec les collègues de l'ONERA, notamment Nicolas ici, et on a vu que c'est quand même vachement subtil, parce que si on allume le moteur de manière à faire un rétro-boost au mauvais moment, il crée une espèce de bulle en dessous de lui qui améliore l'aérodynamique. Et donc finalement, il a moins de traînée que le freinage qui était. Et donc finalement, c'est du genre, bon, je vais essayer d'accélérer, je vais allumer le moteur à contre-surface. Et là, on s'est dit, on n'y croyait pas quand on sortait, quand on comparait les courbes et qu'on disait non, mais on accélère quand on allume 40 tonnes dans ce sens-là, on accélère. Là. Ça c'est pas mal. Enfin, je sais pas si c'est le moment qui m'a marqué, c'est un de ces moments qui marque. Le jour où tu comprends que tu n'as rien compris. Quoi. Voilà. Pardon. Il y a deux personnes que je connais, dont une qui est morte depuis et que j'ai eu la chance de connaître, que vous devez connaître très bien. C'était le professeur Jacques Blamont. Et le professeur Blamont m'a parlé de quand il faisait les missions dans les années, je pense que c'était 70-80 avec l'Union soviétique. De Gaulle avait initié un programme de rapprochement avec l'Union soviétique, et parmi le programme de rapprochement, il y avait le volet spatial. Et à cette époque-là, la France regardait beaucoup un programme de météorologie qu'on appelle EOL. Maintenant, c'est à Mont-de-Marsan dans les Landes, observation par des ballons des flux atmosphériques. Et Blamont avait eu l'idée, alors pas que lui, et l'histoire est parfois un peu confuse, mais il était dans le truc, quoi, grosso modo, et il avait collaboré à cette mission d'envoi des sondes Venera dans l'atmosphère vénusienne, qui avait ensuite déployé un parachute dans l'atmosphère vénusienne. Donc, envoyer un montgolfière dans les années 70 dans l'atmosphère d'une autre planète, c'est pas mal en termes de vision, et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, des gens qui aient de la vision en Europe, pas que sur le volet spatial, sur à peu près tous les sujets, mais notamment sur le spatial. Une autre image qui m'avait marqué beaucoup, c'est on était récemment à Turin pour l'Académie de l'air et de l'espace pour un colloque sur les nouvelles façons de se mouvoir dans l'espace, et j'ai rencontré le Breton, Jean-Pierre Le Breton. Et Jean-Pierre Le Breton, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, à part peut-être quelques-uns ici qui connaissent un peu le monde du spatial. C'est quelqu'un qui a posé une voiture télécommandée, enfin une sonde d'exploration, sur une lune de Saturne qui s'appelle Titan. Alors il n'était pas seul, hein. L'atterrisseur en question s'appelle Huygens et faisait partie d'une mission qui s'appelait Cassini-Huygens. Vous vous rendez compte de la beauté, de la vision et de la grandeur, quoi. Il a posé un truc qui doit faire la taille d'une Fiat 500, quoi, sur une lune de Saturne. Et quand les premières photos sont arrivées, il a dit « on dirait la Côte d'Azur ». Vous vous rendez compte de la beauté de ça, de la poésie qu'il y a dans tout ça? Ça, c'est la grandeur de la France, et c'est ça qu'on n'a plus aujourd'hui. Voilà. Donc il faudrait un peu se réveiller et retrouver ce type d'élan, je pense. Voilà. Pardonnez-moi si je suis un peu dur. Non, mais c'est inspirant. C'est vrai que c'est des missions Cassini-Huygens, bon, c'est des missions vraiment inspirantes et qui font rêver. Et bon, dans la catégorie puisqu'on est aussi là pour rêver, et que l'espace, c'est aussi un grand thème du cinéma. J'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps, à se faire plaisir en parlant un peu de films spatiaux. Alors ça peut être des films sérieux, ça peut être des films plus poétiques, on va dire. Et donc, est-ce qu'il y a des films, alors faut essayer de pas tous, pas en partir sur 22, mais un ou deux films spatiaux qui ont contribué, je veux dire, à vous faire rêver avec le spatial. Interstellar. Voilà, classique, sans hésiter, Interstellar évidemment. C'est un film absolument magnifique, physiquement pas déconnant, enfin tout est réfléchi. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais à chaque fois je redécouvre quelque chose. Je sais pas si vous saviez, mais quand il est sur la Lune de Miller avec le tsunami, tous les tic-tac sont comptés. Ça représente un jour et 1,25 secondes. Et ça, je l'ai découvert quand je l'ai revu il y a genre un mois, alors que je l'ai déjà vu il y a 6 fois, peut-être quelque chose comme ça. Et voilà, et ça, c'est juste exceptionnel, parce que ça nous fait rêver dans le sens où tout est possible. Bon, dans le film, quasiment tout est possible, et ça nous fait réfléchir surtout à toutes les possibilités qu'il y a dans l'univers, que ce soit sur les lunes, les planètes.
Et oui, clairement, Interstellar sans hésiter. Thibaut. J'enchaîne avec Seul sur Mars, parce que, oui, je parle de Vénus, mais je m'intéresse quand même à Mars. Le vaisseau, l'Hermès, je crois, pour aller là-bas, c'est une aberration absolue. Mais à part ça, le projet est vraiment intéressant parce qu'il se base un peu sur les différents projets actuels qu'il y a d'exploration sur Mars. Donc, on entrevoit des éléments qu'on pourrait retrouver sur la Lune ou sur Mars, qui en tout cas sont en projet. Merci. Ouais, personne dit Apollo 13. Moi, je suis là à cause de Apollo 13. Apollo 13, l'étoffe des héros, et puis Gravity. Et Gravity aussi, Voilà. oui. Très très bien. Parce que Apollo 13, c'est quand même le film qui donne envie de devenir ingénieur dans le spatial, quoi. Je trouve, mais bon. Nicolas, Oui, je suis assez d'accord, parce qu'en fait, c'est surtout pour moi, dans mon métier, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de gestion de crise, et je trouve ce film assez génial, dans le sens où c'est transformer un possible échec en vrai succès. Et c'est assez fantastique, parce qu'ils ont montré que, justement, dans l'adversité, ils savaient se retrousser les manches, être hyper créatifs, et tous ensemble pour résoudre vraiment tous les problèmes qui sont posés durant cette mission. Et pour ça, oui, je partage complètement le point de vue. Ouais. alors un échec qui se transforme en succès, ça me fait un petit peu penser au premier vol de Starship quand même, où moi, donc quand j'ai suivi ça, alors j'ai suivi ça sur une chaîne sur laquelle j'aurais pas dû suivre ça, mais où le journaliste, donc le truc part en looping, quoi, et puis le journaliste fait oui, visiblement tout est normal, voilà, ils se félicitent, ils applaudissent, ils sont contents, tout va bien, tout est normal, ça a l'air d'être un succès, voilà, effectivement une autre vision. C'est la phrase célèbre, hein. Il y a deux types d'essais, il y a les essais réussis et les essais riches d'enseignement. Un essai probablement riche d'enseignements. Et alors, en restant un petit peu dans cette thématique-là, donc toi, tu nous as parlé de Reason tout à l'heure comme bouquin. Est-ce qu'il y a, alors Seul sur Mars, c'est aussi un bouquin. Moi, j'ai lu le livre et vu le film. Effectivement, c'est très sympa. Est-ce qu'il y en a d'autres là qui auraient envie de nous citer un petit livre à partager? Je pense que c'est la suite par rapport à Jacques Blamont, c'est Vénus dévoilée, donc qui explique son parcours sur les différentes missions à propos de Vénus. Donc ça a été principalement en coopération avec les soviétiques et les différents projets de ballons et de suivi de ces ballons entre autres. Alors dans les livres, je crois, je suis pas trop science-fiction. Celui-là était bien, mais sinon il y a énormément de livres qui valent vraiment la peine d'être connus aujourd'hui, juste parce que ils nous informent, ils nous préparent. Je pense à ceux de mon ami Philippe Coué là-bas au premier rang sur la Chine. La Chine, c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose. On se pose la question, mais au fait, c'est quoi? Leur dragon furieux et tout, etc. Là, tu en as fait combien? Et j'ai pas de royalties, hein. Mais tu en as fait 4 ou 5 sur le sujet. Donc voilà, ça c'est le genre de livre vraiment perso que je dévore. Comme ça, il y a bien sûr le livre de Xavier Pasco, il y a il y a plein. Ces livres-là, ils sont absolument passionnants. Aujourd'hui, de manière à pouvoir suivre correctement. Mais toi aussi, tu as fait un bon bouquin. Toi. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, je ne vais pas les citer tous. Mais, voilà. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir simplement pour revenir sur la communication et l'importance de SpaceX? Parce que moi, j'ai assisté à quelque chose qui m'a frappé il y a 3 ans. J'étais dans un événement pour présenter des livres. Parle plus fort. Et vous m'entendez mieux? Voilà. Et j'avais 2 gamins qui sont venus me voir. Un de 7 ans et un de 11 ans. Le premier m'a demandé si un jour Musk arriverait à aller sur la Lune, sur Mars. Et le second m'a demandé, mais qui entre Bezos et Musk allait gagner la compétition? Et je leur ai dit, mais vous savez, en Europe, on fait des lanceurs, on fait Ariane. Il n'y en a pas un des deux qui savait qu'Ariane existait, quoi. C'est quelque chose de terrible, quoi. Mais il faut faire quelque chose et très vite. Voilà, c'est tout.
à le CNES, on est très content parce qu'on vient de passer la barre des 4% de notoriété. C'est-à-dire, quand tu interroges quelqu'un dans la rue au hasard et que tu lui demandes est-ce que vous savez ce que c'est que le CNES? Ah oui, c'est le centre de recherche national, le CNRS, ça, où c'est... voilà, il n'y en a que 4% qui savent ce que c'est que le CNES. Et jusqu'à maintenant, c'était 3. C'est bien. Merci beaucoup. Je pense que là, il nous reste quelques minutes. C'était intéressant. Merci Bruno et Philippe pour faire cette transition. Et donc, on peut passer à quelques questions du public. Donc, je vais faire tourner le micro. N'hésitez pas et vous pouvez interroger les éminents membres de notre panel. À vous la parole. Et Bruno au premier rang. Mon bon organisateur. Justement, c'était une question pour toi, Christophe. On a eu le premier exposé dans la première session jeudi. C'était Airbus Blue Sky. C'était Jean-Dominique Coste qui parlait de la ferme solaire et qui nous disait qu'il y avait un démonstrateur qui allait être mis en place en Allemagne. Donc, je voulais savoir ce que tu pensais de ce projet par rapport à ta présentation. Beaucoup de bien, beaucoup de moins bien. Le côté moins bien, c'est j'ai pas vu, je ne sais pas s'il y a un dossier justifiant jusqu'au bout que ça vaut la peine de le faire. Mais par contre, si c'est un démonstrateur qui a énormément, donc le côté bien, si c'est un démonstrateur qui a énormément de synergie avec, par exemple, la transmission d'énergie à distance, là, il y a un nombre d'activités phénoménales. Par exemple, alimenter en énergie électrique un petit rover qui se déplace dans des conditions dégradées. Bon, là, c'est très bien. Il y a plein d'images où on voit, on beam juste notre truc sur le rover qui avance dans un champ de mine ou un champ nucléaire. Ce qui compte là-dedans, c'est faire des démonstrations qui ont énormément d'ouverture d'esprit, énormément de synergie. Donc là, oui, très bien, bravo, je encourage tout à fait. Maintenant, la vision de la ferme solaire telle qu'elle était imaginée ce matin est un rêve, dis donc. Merci. Et avant de donner le micro, j'ai juste à dire que Jacques Blamont, que vous avez beaucoup évoqué, en 2019, c'est lui qui a lancé Fédération Open Space Maker au Salon du Bourget avec Jean-Yves Le Gall. Et c'était juste deux ans avant son décès. Voilà. J'ai une question concernant le projet de voile solaire. J'ai cru comprendre que vous aviez dit qu'il y a un nanosat Sisu qui a été lancé, donc je suppose par SpaceX, qui vole en ce moment et qui est en attente de déploiement d'un démonstrateur de voile solaire. Alors quel est l'objectif de la mission? C'est uniquement de voir si on sait déployer? Oui. Et donc, c'est pour quand? Alors là, le satellite a été mis à poste janvier 2023. On est à 536 km d'altitude. C'est une orbite SSO, j'ai oublié l'inclinaison, mais bon, c'est vraiment une orbite classique, nanosat, orbite basse. On a eu du mal à pinguer le satellite au départ et à communiquer avec le satellite parce qu'en fait, notre logiciel de bord et le logiciel à bord n'étaient pas exactement les mêmes parce qu'on s'est fourni en plateforme chez un constructeur, chez un tiers, et le travail a été mal fait. Donc on a eu du temps pour rattraper les choses, pour mettre à jour les différents logiciels et pour établir une communication entre l'actif et puis la Terre. Et là, c'est une question de quelques semaines, au pire des cas, quelques mois. Mais on espère pouvoir enclencher la séquence de déploiement entre novembre et décembre. Et ça va être une séquence un peu particulière en ceci que jusqu'à présent, les voiles solaires utilisaient des mâts pour étirer une voile. Nous, on utilise une technique un peu différente. Pour ce premier essai, on va revenir sur des mâts parce que c'est plus simple, mais en fait, on va utiliser la force centrifuge pour déployer la voile solaire. Donc, la voile solaire est enroulée autour d'un moyeu. Ce moyeu s'extrude du CubeSat Sisu et ensuite, grâce au magnétotorqueur et grâce au champ magnétique terrestre, on arrive à faire tourner le satellite sur lui-même. Et grâce à des masses qui sont mis à chaque bout de diagonale de cette espèce de grand pétale voile solaire, petit à petit, on a la voile solaire qui s'ouvre comme une grande fleur dans l'espace. C'est la technique japonaise Ikaros d'une voile spinée. C'est ce qu'on a choisi pour cette première mission de démonstration Gamma Alpha. Mais idéalement avant décembre. Et la durée de la mission, elle est prévue une fois la voile déployée, vous avez... Alors, une fois la voile déployée, on désorbite assez rapidement. C'était la transition par rapport à cette nouvelle activité qu'on entreprend d'être sur peut-être de la désorbitation à court moyen terme avant de faire du deep space. C'est quelques semaines.
parce qu'en fait on a un ratio tel par rapport à une masse qu'on va être désorbité en quelques semaines, entre 2 et 3 semaines, 3 semaines et demie. La voile solaire fait un peu moins de 100 mètres carrés pour un satellite qui fait la taille d'une boîte à chaussures, donc il faut imaginer tout cet espace qui est pris par la voile solaire, qu'on a pu intégrer tout à l'heure. Vous posiez la question de comment le CNES aide. On a eu la chance d'être reçu au CNES CST Toulouse en salle Pronaos pour pouvoir intégrer nos différents bandes de voile solaire. Et voilà. J'ai une autre question toujours sur la désorbitation en utilisant la voile solaire. Ça veut dire que l'objet qu'on va mettre en orbite emporte également sa voile solaire et s'en servira pour s'auto-désorbiter en fin de vie. Exactement. C'est un peu ça l'idée. Hein. Exactement. C'est pas un service de servicing en orbite. Voilà. On va pas venir se coller pour désorbiter. Non, l'idée c'est que avant de faire du deep space, c'est compliqué de vendre une mission deep space. On parle avec des agences spatiales, mais vendre une mission vers Mars, vendre une mission vers Vénus pour aller faire un survol ou quoi que ce soit, ça prend énormément de temps. Parce que d'abord, ce sont des calendriers et qu'ensuite, c'est la raison pour laquelle j'avais intitulé mon intervention vers un new deep space. Pour l'instant, le new space, c'est vraiment l'orbite basse, c'est-à-dire c'est vraiment la banlieue terrestre. Il n'y a pas encore cette vision que dans quelques années, des laboratoires, des universités pourront envoyer des caméras, des capteurs, des cellules vers d'autres planètes. Ça, c'est pas encore vraiment là. Donc, dans le court moyen terme, on utilise la voile peut-être comme système de désorbitation. Et en fait, sur ce segment-là, la voile est intégrée aux satellites qui sont envoyés, se déclenche à distance de manière passive, s'ouvre, et ensuite, c'est comme un parachute avec ce qu'on appelle l'atmosphère résiduelle. Jusque 1000-1200 km, on a une atmosphère résiduelle, et ce qui précipite en quelques semaines, dépendamment de la taille de la voile, l'actif. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Alors, si vous êtes trop timide ou que Oui, vous réfléchissez encore, moi, j'ai une petite question. Donc, on sait que... Enfin, donc, il y a pas mal de jeunes encore et d'étudiants autour de la table. On sait qu'un sujet qui tient à cœur à la jeune génération, mais pas qu'à la jeune génération, c'est notre impact environnemental. Hein. Et donc... moi, je suis une grande fan des machines. Hein, comme je disais, moi, une fusée, ça m'impressionne. Je trouve ça absolument magique et fascinant. Est-ce qu'il est encore raisonnable aujourd'hui de rêver comme ça sur des objets qui finalement peuvent être un peu contestés par leur impact, quoi. Donc bon, je pense qu'à l'échelle de nos modestes petite fusée Ariane 5, Ariane 6, et puis on cherche à faire effectivement des véhicules de plus en plus réutilisables. Mais voilà, le Starship, par exemple, ça interpelle un peu quand même sur la thématique. Hein, quand Christophe disait bon, maintenant c'est gratuit, on va tiens, allons faire. Enfin, c'est pas ça qu'il a dit, hein, mais en gros, potentiellement, on pourrait en fait à un moment commencer à en lancer tous les jours. Parce que je suis pas sûre que ce soit mon rêve, ça, un Starship qui décolle tous les jours, je sais pas. Et donc ça, c'est un peu pour lancer cette discussion-là, sur ce thème-là, parce que rêver, mais faut quand même que l'impact reste acceptable. Alors, je parle pas du tourisme spatial, où là, on envoie des millionnaires vraiment là, faire du CO2 juste pour se faire plaisir. Donc ce thème-là, on l'a pas abordé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait rêver en fait. Hein, aller faire un vol en apesanteur, aller vivre l'apesanteur, c'est un truc qui fait rêver. Est-ce qu'on a le droit de rêver avec ça aujourd'hui, quoi? Selon moi, je pense que tout est question de perspective. C'est-à-dire que vous l'avez un peu évoqué. On a le droit de rêver, je pense, d'apesanteur. On a le droit de rêver de fusées qui décollent et qui crachent je ne sais combien de kilos de CO2 à chaque fois. Mais dans une certaine mesure, s'il y en a un tous les jours, effectivement, je pense que c'est trop. Par contre, s'il y en a un je sais pas quelle fréquence, mais s'il y en a un de temps en temps qui nous permet de faire des choses extraordinaires, je pense que clairement, oui. Moi, je me sens pas coupable de rêver de ça, alors qu'on est dans une ère où il faut faire attention au développement durable, à l'écologie. Un autre sujet, c'est plutôt les habitudes quotidiennes. Que là, par contre, je suis persuadé que il faut changer. Après, c'est ma parole de jeune, peut-être que voilà, c'est une vision différente, mais je suis persuadé qu'il faut changer nos habitudes quotidiennes avant de changer nos habitudes exceptionnelles, telles qu'un lancement d'Ariane ou de Starship. Voilà. Je vais avoir une vision peut-être un peu angélique, mais je n'y crois même pas vraiment moi-même, mais j'espère quand même l'avoir. C'est que donc, dès qu'on parle d'exploration lointaine sur Mars, sur Vénus, sur d'autres astres,
en fait, on se retrouve à devoir utiliser certains éléments sur place, donc la rouille, le CO2, comme une ressource, alors que c'est un déchet sur Terre. Et encore pire, si on parle de vivre dans l'espace, c'est vivre avec aucune ressource, donc vivre en boucle fermée. Donc si on apprend à vivre sans consommer de ressources et en réutilisant tout ce qu'on utilise et qu'on réussit à réimporter cette technologie-là sur Terre, ça permettrait de diminuer l'impact écologique donc de l'humanité en fermant la boucle autour de nous-mêmes. Pour rebondir aussi un petit peu, je pense qu'il y a une certaine responsabilité des acteurs du spatial à avoir vis-à-vis de leur impact carbone. Et je me souviens de cette image assez hilarante pour moi où en fait le Starship venait de faire un essai de mise à feu et soudainement on voit des dizaines de camions citernes arriver pour remplir le réservoir de méthane. Je ne suis pas certain que le méthane qu'ils apportaient était du biométhane. Donc voilà, il y a, je pense, des actions à faire de leur côté pour limiter leur impact. Maintenant, il y aura un impact malgré tout. Donc pub CNES. Hop. En Guyane, on est en train de développer justement les usines de biométhane qui ont comme avenir d'être propres. Non, autrement, ma position, alors je ne suis pas jeune, okay, mais ma position c'est plus de dire il n'y a pas d'activité humaine qui ne pollue pas, c'est clair. Okay, on pollue toujours. Toute la question, c'est de savoir si cette pollution est justifiée ou pas. C'est-à-dire, ce que je fais, est-ce que c'est suffisamment important pour me donner le droit, alors je ne sais pas ce que ça veut dire me donner le droit de polluer. Je prends l'exemple, Peter Beck, sur son lanceur Electron, a lancé une très belle boule disco de 1 mètre de diamètre avec des petits miroirs et tout, de tas de couleurs et autres. Et donc, quand on l'a vu et qu'on lui a dit, mais quand même, enfin, vous avez utilisé un lanceur pour faire ça, avec toute la pollution, ça sert à rien ton truc. Il a dit, ben, ça sert vachement, ça sert à me faire de la pub. Hein. Et donc toute la question, c'est quel est le critère qui permet de dire ça c'est utile ou ça l'est pas. Et ça, c'est une question vachement sérieuse qu'on se pose au niveau de IADC, ISO et ONU, qui est comment est-ce que je définis que ça sert à quelque chose. Une fois de plus, Starlink, quand on lui a dit quand même, tu chéris, 42 000 satellites, etc., ça sert à quoi? C'est je suis un bienfaiteur de l'humanité, je donne Internet au monde entier, qui ne l'avait pas jusqu'à maintenant. Bon, là, on a du mal à lui dire non, c'est pipeau, quoi. Hein, donc toute la question, c'est vraiment de savoir où est-ce que je mets la barre pour m'autoriser à faire ce type d'activité. Et donc là, pour répondre à ta question Starship, alors évidemment, s'il y a un Starship par jour, bon, primo, j'espère qu'il aura trouvé moyen de faire donc ces milliers de tonnes de méthane de façon complètement green, bio, correct. Auquel cas, ben, l'impact sera quand même plus limité. Et secondo, si c'est pour faire des missions utiles, alors je ne sais pas comment on définit le mot utile, ben, ok, pas de problème. Hein, voilà. Pour rejoindre par rapport au débat entre l'écologie, on va dire l'action qui va être du quotidien ou exceptionnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, au niveau Exploration Company, enfin, l'ensemble des collaborateurs, ils ont aussi cette volonté, ce souhait de réduire aussi l'empreinte carbone. Donc, on a engagé une démarche zéro carbone sur nos véhicules. Bon, on n'est pas arrivé encore au bout du chemin, mais en tout cas, on a engagé la démarche pour qu'effectivement, on mette en place un véhicule qui, bien qu'il consomme des ergols, puisse présenter un bilan carbone nul. Donc c'est vraiment une démarche volontaire qu'on a lancée parce qu'il y a aussi cette prise de conscience, cette volonté de réduire l'empreinte environnementale. Donc je ne sais pas si c'est dans le quotidien ou l'exceptionnel, mais en tout cas c'est clair qu'il y a aujourd'hui sur Juin, c'est une prise de conscience et une attention par rapport à ça. Oui, et je pense que cette prise de conscience dont on parle, c'est aussi une prise de conscience qui vient tout juste d'émerger. C'est-à-dire que c'est une nouvelle génération, encore une fois, je reboucle là-dessus, hein, mais c'est encore une fois, on n'y pensait pas du tout il y a 50 ans à l'écologie. On n'y pensait pas du tout il y a 50 ans, est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas. Et le fait qu'on y pense maintenant, je pense que c'est vraiment une prise de conscience non seulement de l'écologie, mais une prise de conscience qu'on n'a qu'une Terre. Même si on développe des engins spatiaux de plus en plus performants et de plus en plus exceptionnels pour tout type de mission, on reste toujours sur la même terre et il faut qu'on y fasse attention. Et ça, c'est vraiment un truc pour nous jeunes, de voir que par exemple The Exploration Company y pense, c'est encourageant.
vraiment, c'est encourageant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions On a dans la peut-être salle? encore le temps pour une question dans la salle, sans doute, avant de clôturer. N'hésitez pas. Oui, j'arrive. Bonjour. Déjà, je tenais à vous remercier pour votre vision de manière générale avec vos parcours différents. J'ai trouvé qu'effectivement, vous reflétez chacun une vision très ambitieuse. Je trouve que c'est important parce que la prise de conscience, notamment pour l'écologie, même pour le spatial, celle qui a été apportée par SpaceX, elle est là aussi parce que quelqu'un a décidé que cette ambition aurait du sens et a poursuivi ses efforts dedans. Je me posais la question de savoir quelle était votre vision, vous, à l'échelle de l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'à l'échelle de l'Europe, on serait capable d'avoir un projet d'une telle ambition à la manière de SpaceX pour faire grandir le spatial? Parce que souvent, on se considère, à juste titre en Europe, comme moins ambitieux, peut-être moins puissant que ce qui se fait aux États-Unis. Et peut-être le spatial, comme l'écologie d'ailleurs, c'est une notion que nous, on a parce que on a eu de la chance d'avoir ces inspirations-là, mais dans d'autres pays, par exemple, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir ces inspirations-là, des pays en voie de développement, on n'a pas ça sous les yeux. Et ça nous réfrène souvent beaucoup parce qu'on n'a pas en fait la vision pour mettre en œuvre les solutions dont on a parlé avant. Est-ce que vous avez une vision pour l'Europe qui nous permettrait de pas forcément d'amener un âge d'or, mais quelle est votre vision pour l'Europe, en fait, pour le spatial? Et je me mouille en premier. Alors, la grande difficulté de l'Europe, c'est que c'est l'Europe. Et donc, avec toutes ces subdivisions, toutes ces engueulades entre partenaires, entre pays frères et tout, et où on n'arrive absolument pas, on n'arrive même plus aujourd'hui à discuter ensemble, etc. Par contre, l'énorme avantage de l'Europe, c'est l'Europe. C'est-à-dire, c'est une fois qu'on a fini par se mettre d'accord sur ça, là, on le fait. Parce que c'est inarrêtable. Une fois qu'on a signé quelque chose au niveau Europe, normalement, c'est inarrêtable. On le fait, on arrive. Et donc ça, l'ambition, la recherche d'ambition forte, elle vient de nous, qui cherchons à faire rêver, mais elle vient surtout de nos politiques qui doivent arriver à prendre ça en compte. Je vais juste prendre un exemple 2 secondes. J'ai eu le privilège de mener un groupe de travail sur le vol habité européen pendant un an et demi avec nos industriels, nos agences, etc. sur donc finalement comment avoir des bipèdes européens décollant de Kourou. Et donc ça, entre nous, ingénieurs, il y avait des astronautes, il y avait Xavier qui était dedans et tout. Ben là, on s'est très bien entendu, pas de problème. On a bien dit, voilà, on a une vision très propre, elle est très bien, elle se vend très bien, elle est parfaite et tout. Puis après, une fois qu'on est passé à l'échelle décideurs, politiques et autres, là, une difficulté folle. Et donc, c'est pas encore perdu, mais pour l'anecdote, parce que notamment, ça vaut très cher. Ça vaut très cher, ça veut dire quoi? Alors on a vu, ça vaut 3,2 milliards sur 10 ans, sur 10 pays. Donc 3,2 sur 10 ans, ça fait 320. Sur 10 pays, ça fait 32 millions par an, par pays, en moyenne. Ah, bon, désolé, c'est peanuts. Je les ai pas, mais c'est peanuts. Pour donner un ordre de grandeur, le chiffre de la voyance et de la taromancie en France, les arts divinatoires, les boules de cristal, c'est 3,5 milliards par an. Donc quelque part, c'est pas une histoire de fric, c'est juste une histoire exclusivement de vision et de politique. C'est-à-dire il y a d'autres camarades, d'autres pays qui tout de suite ont dit ah mais non mais vous n'avez pas le droit de discuter de ça, le vol habité c'est nous. Et là ça plante. Donc je suis encore très positif, j'ai encore bon espoir que ça passe. On a le Space Summit qui a lieu en novembre là bientôt. J'espère qu'il y aura des décisions là-dessus. Mais bon, j'ai parlé trop longtemps. Non, c'est très bien, très bien. Moi, si je peux donner ma vision encore de jeune étudiant, peut-être innocente, mais
l'Europe, comment je la vois, c'est une Europe qui essaye de se mettre à l'américaine, c'est-à-dire à la mode start-up, à la mode on a une idée, on crée une entreprise, on voit ce que ça donne. Et ça, j'aime beaucoup SpaceX, hein, je ne remets pas ça en question pour plusieurs raisons. Mais moi, je suis profondément convaincu qu'en France, ou en Europe en général, on a les compétences techniques et on a aussi des idées. Et l'assemblage des deux, je suis persuadé qu'on peut faire de formidables choses. On a Gamma, on a XD Exploration Company aujourd'hui, mais on en a plein d'autres. Donc pour moi, il y a forcément quelque chose à faire avec l'Europe, avec la France. Voilà, très optimiste. Merci. Merci pour cette note d'optimisme. Comme on a encore 5 minutes, sauf s'il n'y a pas de questions à ça, une dernière question pour le fun, c'est quoi votre vaisseau spatial préféré? Je vais dire une bêtise. D'un point de vue purement esthétique, la navette spatiale. Techniquement, elle avait un nombre de problèmes incroyables, mais c'était quand même le vaisseau d'un point de vue polyvalence qui envoyait à la fois des humains, de la charge utile qui pouvait revenir sur Terre. On sait que le modèle économique n'était pas à jour, qu'il y a moyen de faire plus simple, mais d'un point de vue purement esthétique et d'un point de vue défi technique, c'était quand même un véhicule assez incroyable. Le Vostok de Gagarine. La Twingo. Il n'y a pas un petit X-Wing ou un petit Faucon Millennium qui ressort là? Non, vous êtes trop timide. Hein. Ah là là. Bon, merci beaucoup. Merci pour cette table ronde. On va remercier encore tous nos présentateurs. Voilà. Un grand merci à vous. Désolé pour tous les mails de l'organisation. En tout cas, moi qui ne suis pas du domaine, j'ai été vraiment très honoré de faire votre connaissance et de partager tous ces moments avec vous. Et j'en profite également pour remercier Bruno, à qui je vais laisser la parole pour clôturer ce colloque, et vous remercier vraiment tous encore une dernière fois. Voilà, merci. On est bien. Merci beaucoup pour cette table ronde qui était passionnante. Alors j'ai un seul regret, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde dans la salle, mais je peux vous rassurer sur le fait que vous serez vus sur Coworking Channel. Là, nous avons nos amis Myriam Belazouz et Rémi Capoulade qui vont, comme tous les événements Alumnionera, ça va être mis d'ici 2 à 3 semaines que le séquençage puisse être bien fait. Et donc, ces 2 jours seront visionnables. Alors, pour vous donner une idée sur le futur de l'aérostation et du dirigeable, le colloque que nous avions fait à Meudon il y a 2 ans, mais pas au hangar Y, mais au Centre d'art et de culture, eh bien, il y a eu 150 000, je ne dis pas que les gens sont restés à regarder, il n'y avait qu'une journée, mais il y a eu 150 000 visites. Voilà. Et sur celui des nouvelles mobilités de l'année dernière, je crois qu'on en est autour de 70 000. Donc voilà. Et certains de nos événements, comme on avait fait quelque chose sur les mystères et énigmes de l'aéronautique, ont dépassé, je crois, les 350 000 vues. Donc voilà, c'est une chaîne Coworking Channel qui est bien regardée, et donc on a beaucoup de chance, et je remercie beaucoup Myriam et Rémi de nous offrir cette possibilité. Voilà, et donc je vous remercie à tous d'être venus, merci à tous les présidents de session, et Elisa, Nicolas et tous ceux qui ont participé, puisque malgré l'absence de 2 personnes, vous nous avez donné une vision absolument extraordinaire, et j'ai trouvé que c'était passionnant. Merci à tous.